Salut! Salut Philippe. Salut Marie, comment tu vas? Ça va? Ah ouais? Ouais, ben on est samedi midi et on travaille la fin de semaine, nous autres. Vous ne payez pas dans le vide. Tabarnak, on travaille tout le temps. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on faisait une rencontre dans le fond. Ouais, on est allé à la rencontre. On est allé à la rencontre ou la rencontre est peut-être allée à nous. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on reçoit deux personnes pour parler de Alliance ouvrière, Maude et Jess. Alliance ouvrière, dans le fond, c'est un collectif. Là, je ne vais pas trop vous en parler parce que justement, on en parle tout le long pendant ce long entretien. Mais juste donner un peu de contexte, c'est ça, Alliance ouvrière, on se demandait qu'est-ce que c'est, cette affaire-là. C'est pas un syndicat, mais ça parle un peu de syndicalisme. Et ils ont des chapitres, comme un livre, mais aussi comme les Hells Angels. Non, mais il y avait peut-être beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, je pense, sur justement les syndicats. Quelles en sont les forces, quelles en sont les limites, comment on peut peut-être travailler à améliorer cet aspect-là des droits des travailleurs. Et la question principale à laquelle je vais répondre tout de suite, se sont-ils embourgeoisés? Fuck oui. Ben, c'est ce qu'on va découvrir, fait que on vous souhaite un bon épisode. Bon épisode tout le monde. Puis bonne semaine. Hey, on se voit le 1er mai dans la rue? Je pense que oui. On fait la grève, mais il va y avoir un épisode. Bye! Il n'y aura pas d'épisode parce qu'on fait la grève. Il n'y aura pas d'épisode, il n'y aura pas d'épisode, il n'y aura pas d'épisode, il n'y aura pas d'épisode. Bienvenue à Le Temps des monstres. Alors, bienvenue chez nous, bienvenue au Temps des monstres. Merci. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, on est en compagnie de deux personnes. Jess, Maude. Bienvenue. Salut. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Comment je vous présente? Est-ce que vous êtes des représentants d'Alliance ouvrière? Pas exactement. Qui vous êtes? Ben moi c'est Jess et je suis fuck friend avec l'Alliance ouvrière. On se côtoie, on a des luttes parallèles. J'ai beaucoup d'amis au Cégep de Saint-Laurent où je travaille qui font partie de l'Alliance ouvrière. Fait que notre campagne est très très similaire entre celle du Cégep de Saint-Laurent et celle de l'Alliance ouvrière. On travaille quand même main dans la main. Ils sont venus nous aider, nous ont aidé à faire de la mobilisation au Cégep. Donc voilà, on est dans une situationship. Vous habitez pas ensemble? Non. Mais Non, vous avez des intérêts communs. mais on se commet pas. Je comprends. Voilà, on se trouve bien hot. C'est ça ma relation. Jess a eu un podcast qui s'appelait Deux fifs le matin. Allô. Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule radio poubelle homosexuelle de gauche. C'est nous autres, allô! Votre podcast. Et la seule radio poubelle homosexuelle de gauche. Mais c'est fini, mais vous pouvez encore l'écouter. Il est encore en ligne. À mes risques et périls, il est encore online. Puis toi, Maude? Moi, je suis très impliquée dans l'Alliance ouvrière. Je suis militante dans ce collectif-là. Puis dans la vie de tous les jours, je suis travailleuse sociale. Donc, j'ai comme ce métier-là aussi. Je comprends. Fait qu'on a une militante puis un fuck friend avec nous. Yes. Puis là, justement, lançons-nous direct dans le sujet. C'est quoi Alliance ouvrière? Là? Quelqu'un qui nous écoute puis qui est comme, j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un collectif? Ouais, en fait, Alliance ouvrière, c'est un collectif de militants, travailleurs qui sont syndiqués ou non syndiqués, qui visent à regrouper, en fait, les gens pour organiser les milieux de travail en caucus, à caucus industriels. À Montréal, on a 4 caucus industriels qui sont les caucus du transport, du caucus du secteur public, puis caucus de la construction. Fait qu'essentiellement, Alliance ouvrière vise à organiser des secteurs d'activité puis organiser les travailleurs dans ces secteurs d'activité-là pour qu'ils puissent créer dans leur milieu de travail des comités d'organisation pour être capables de générer des luttes puis faire éventuellement la grève politique dans leur milieu de travail. Fait qu'on est un petit peu genre en confrontation avec le modèle syndical actuel, là, qui est pas du tout dans cette perspective-là, si tu veux. C'est là. ça, parce que toi, quelqu'un, mettons, qui connaît pas ça, là, pour arriver et dire, mais ça, c'est pas un peu ce que font les syndicats, fondamentalement, organiser les travailleurs, tu sais, pour défendre leurs droits. Puis ce que vous dites, vous autres, c'est comme, il y a un manque, là, au niveau syndical, puis c'est un peu ça qu'Alliance ouvrière essaye de combler. C'est quoi le manque, dans le fond? Ben, tu sais, à la CSN, tout ce qui sort de la négociation des conventions collectives, du contrat de travail, là, combien t'es payé, c'est quoi tes vacances, t'as-tu des journées de maladie, tout ce qui sort de ça, ça s'appelle le deuxième front. Okay. Fait que c'est comme la deuxième affaire. Puis c'est problématique dans la mesure où la société dans laquelle on vit impacte profondément notre milieu de travail. Le gouvernement, quand il coupe dans les cégeps, on n'est pas en négociation de convention collective. Mais si je perds 3 collègues sur 5 puis que la charge de travail ne change pas, mon milieu de travail est affecté, ma qualité de vie est affectée, je vais tomber en burn-out, je vais tomber en surcharge. Fait que
c'est ce qui se démarque dans l'Alliance ouvrière, c'est que le deuxième front à l'Alliance ouvrière devient le premier front. Les enjeux sociaux sont abordés, mais on garde le lien avec la vie des travailleurs et des travailleuses. C'est à Saint-Laurent, la campagne s'appelle « Nos jobs, nos services, notre cégep », parce que le lien est facile à faire entre ma petite réalité à moi d'individu qui travaille à la bibliothèque et les grands enjeux sociaux, l'austérité, ces affaires-là. Fait que tu sais, c'est ça, la CSN, oui, va l'adresser dans les médias, va parler de l'austérité, va parler des causes politiques, des enjeux, mais c'est très difficile de faire de la mobilisation parce que c'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas leur premier job. À la CSN, on passe beaucoup de temps en santé et sécurité. On parlait de la CSST au point où on est rendu des consultants. Le responsable en santé et sécurité d'un cégep, c'est un consultant qui va aider bénévolement les ressources humaines avec les... Il y a beaucoup de ressources là-dessus, mais c'est normal. Un travailleur, une travailleuse qui est en construction peut se tuer au travail, là, on se comprend. Fait que ça bouffe beaucoup, beaucoup de ressources et d'énergie. Et le syndicalisme n'est pas nécessairement du militantisme. Je veux juste expliquer un truc. C'est que, à la base, là, les syndicats ont été créés pour organiser des classes sociales. Les classes sociales, la classe ouvrière, entre autres. Puis, quand il y a eu des grandes luttes sociales dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, en lien avec des conditions de travail qui étaient dégueulasses dans les mines, dans les usines. Pits in Quebec province are idle as a strike costing the world 80% of its asbestos enters its fourth month. At the Church of Saint-Aimé, miners take sanctuary in protest against a picket ban and in support of a demand for more pay. A justice of the peace reads the riot act and warns townsfolk to go home, but the strikers refuse to budge. Ben, les syndicats se sont créés à partir des enjeux que les travailleurs vivaient dans leur milieu de travail immédiat. Fait que les syndicats, le droit à la grève, tout ça, a généré le Code du travail dans les années 60. Puis ça a fait en sorte que ça a créé un syndicalisme de combat parce que les travailleurs étaient impliqués de manière immédiate dans leurs enjeux puis se battaient pour avoir accès à des meilleures conditions et des meilleures conditions de vie aussi. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y a eu un contrat tacite, en fait, avec le gouvernement, avec les syndicats, qui s'appelle le Code du travail. Le Code du travail, c'est une légifération générale autour des syndicats, autour du droit à la grève, autour de la légifération pour la négociation des conventions collectives, pour la négociation des conditions de travail. Puis après que le Code du travail a été généré par le gouvernement pour assurer une certaine paix sociale, parce qu'ils ne voulaient pas que la classe ouvrière, qui est la classe la plus dominante au Québec, là, parce qu'on pense souvent que la classe ouvrière, c'est du monde qui sont issus des usines ou qui sont issus de la classe pauvre ou qui sont des faibles salariés. Mais la classe ouvrière, c'est les gens qui vendent leur force de travail pour obtenir un salaire de subsistance. Donc, c'est la plupart des travailleurs du Québec. Les syndicats se sont affaiblis suite à l'adoption, en fait, du Code du travail parce qu'ils se sont mis à construire, en fait, toutes les luttes autour du Code du travail puis à faire du lobbying pour réformer uniquement le Code du travail puis pour s'organiser, en fait, dans les luttes autour que du Code du travail, alors que le Code du travail avait été généré avec un rapport de force des travailleurs envers le gouvernement. C'est exactement ça que nous, on veut faire à Alliance ouvrière, c'est recréer un rapport de force important et se sortir du Code du travail parce que ce qui se passe actuellement, c'est que les gens dans les syndicats de grandes centrales, pas juste la CSN, la FTQ, la CSQ et tous les autres syndicats indépendants, fonctionnent à l'intérieur uniquement du Code du travail. Donc, on a le droit de faire la grève, des moyens de pression dans un cadre légal et en dehors de ça, on est illégitime de se mobiliser, de s'organiser parce que on ne rentre pas dans les lois ou on ne rentre pas dans les articles du Code du travail. Bien, le Code du travail, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, puis on devrait être capable de défoncer ça. Il y a comme eu copinage, dans le fond, pour apaiser la lutte. Totalement. Oui. Tu sais, on le sent aussi avec les comités logement, tout ça, qui sont jamais vraiment dans l'action, mais qui essaient de négocier puis de demander des changements. Est-ce qu'on demande du changement ou des améliorations dans la vie pour... Ben, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est correct de passer par un certain réformisme, de dire on va changer telle loi. On le voit, là, il y a eu... bon, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est assez complexe, là, mais il y a eu une salve de lois antisyndicales dans les 2 dernières années pour limiter encore plus le droit de grève qui l'est déjà beaucoup. Là, on n'est pas comme en France où
Là, en France, tu touches aux retraites, puis c'est instantané, les chemins de fer sont en grève, les ouvriers sont... Ça part un après l'autre, la ville est paralysée pendant 2 semaines, puis c'est quasiment commun. C'est presque habituel. La police a sorti les canons à eau, puis les speakers, puis c'était un beau dimanche de militantisme, t'sais. Mais ici, c'est pas comme ça. On fait même faire la grève pour nos conditions de travail, des fois, c'est difficile à mobiliser. Là. Même pour notre propre salaire, des fois, les gens sont pas chauds à l'idée. Cette culture-là, c'est perdu, mais c'est les deux. Oui, il faut faire la game politique, mais c'est sûr qu'à partir des années 80, quand le PQ, avec ses prétentions progressistes, bon, on saura même un peu avant, le PQ, c'est plus vieux que les années 80, mais René Lévesque a fini sa carrière de premier ministre avec des lois antisyndicales, des lois de brisage de grève. Il a suspendu les droits et libertés pour forcer le monde à rentrer au travail. Mais avant que tout ça se passe, le syndicat et les PQ se sont beaucoup mis main dans la main parce que le PQ était beaucoup plus progressiste au début. Il y avait le RIN, il y avait des factions dans le PQ, un peu comme Québec solidaire aujourd'hui. Puis c'était essentiellement progressiste. Il y avait des gens de droite dans le PQ avant aussi. C'était une coalition, mais c'était moins présent. Puis ils se gardaient une petite gêne. Maintenant, ils sont déchaînés, ces gens-là. On a PSPP qui en peut plus. Mais c'est resté ça, ce lien-là entre les partis politiques. On prend goût à aller au Parlement, présenter des choses en commission, faire des conférences de presse. Puis c'est pas inutile, mais c'est le masque de la lutte. Il y a quelque chose en arrière de ça qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus complexe. Puis si on favorise pas un militantisme, là on pourra peut-être parler de la démocratie dans le militantisme ouvrier, mais c'est compliqué, c'est beaucoup de monde, c'est un peu comme une famille. On choisit pas nos collègues, on choisit pas les ouvriers avec lesquels on est syndiqué des fois. Fait que c'est important l'Alliance ouvrière pour des choses comme ça parce que ça offre une solution parallèle. On n'est pas obligé de désinvestir la CSN nécessairement, mais ça prend une solution parallèle où le discours c'est pas « Ah mais là dans la convention collective à 3.14.16.17, on n'a pas pensé à inclure un congé mobile de 3 jours. » Je suis content qu'il y ait des gens qui se dédient à ça, je les en félicite, mais avec l'accélération de la société fascisée qu'on est en train d'avoir, je sais pas si c'est ma priorité numéro 1. C'est sûr, des fois, les membres nous regardent au local dans un syndicat puis sont comme, mais quand est-ce qu'on va parler des congés payés puis des affaires de même? Puis on est comme, écoutez, on en parle, mais en ce moment, on aura peut-être, le service pour lequel je travaille, un cégep, ça pourrait disparaître dans les 20 prochaines années. Là. On pourrait dire, c'est une étape de trop, on retombe à une 7e, 8e année, on flush les cégeps, puis direct à l'université, je dis n'importe quoi, mais on coupe, puis à un moment donné, on n'aura plus de contrat de travail à négocier parce que la job elle-même, elle n'existera plus. Là. Mais ce que j'entends dans le fond, c'est qu'il y a eu un embourgeoisement, mettons, des dirigeants particulièrement syndicaux. Mais ça Michel Chartrand, il n'était pas payé 200 000 par année. Exact. Ah non, hein? Non, je pense pas. Mais Caroline Senneville, oui. C'est ça. Mais je pense que c'est comme, tu sais, c'est un problème multifacette, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée des institutions pour représenter des choses, à un moment donné, si ces institutions-là ne représentent plus vraiment la chose qu'elles étaient censées représenter au début, c'est comme si on s'installe dans quelque chose, on se calcifie, justement, tout ce rapport-là entre les dirigeants de centrales syndicales puis les politiciens, c'est sûr que ça pourrit quelque chose là, de l'intérieur, c'est que ça devient ça, le combat. Ça devient une forme de copinage, ça devient on se parle, on a des intérêts communs, ces gens-là font aussi beaucoup plus d'argent que les travailleurs qu'ils représentent. Fait que c'est sûr que ça peut pas ne rien changer. Puis là, ce que j'entends, vous autres, c'est que les syndicats, c'est un bon endroit pour organiser les travailleurs, dans le sens que sinon, on les organise où? Il y a il faut les organiser là où ils sont, puis la plupart des gens travaillent, la plupart des gens sont de la classe ouvrière en plus, comme l'a dit Maud. Fait qu'il faut les organiser là. Sauf que là, c'est comme s'il y avait eu un takeover des syndicats pour ramener cette lutte-là à quelque chose de super précis. Puis de comme, on va se concentrer, là, tu le disais un peu en niaisant, sur genre, mettons, les congés payés de tel le dimanche. Mais t'es comme, mais attends, nous autres, on a des ambitions plus grandes pour la classe ouvrière. On a des demandes sociales, politiques qui dépassent le cadre spécifique de notre travail. Puis ce que j'ai remarqué, moi, dans les dernières années, au-delà des lois antisyndicales qui passent à l'Assemblée nationale, il y a aussi une volonté assez claire des médias de remettre vraiment en question, de façon assez frontale, toute tentative des syndicats de sortir justement du cadre du congé payé du dimanche. C'est comme cette idée-là que dès que les syndicats protègent leurs membres, mais à travers des choses qui sont comme, par exemple... la contestation de la loi sur la laïcité par la Fédération autonome de l'enseignement. Ça, c'est protéger des membres. Ça a fait lever du monde, mais c'est parce que j'en ai, moi, des membres qui portent le voile, ou qui portent la kippa, ou whatever. Puis même si c'est pas la majorité des membres, c'est aussi exactement censé être ça le but de ces institutions-là, de protéger les minorités à l'intérieur des groupes. Parce que sinon, on protège juste la majorité. Ça veut dire qu'on peut, sans impunité, tout le temps piler sur ceux qui sont 3 parce qu'ils sont pas tous nous autres.
Mais là, tu le sentais dans les médias, je le sentais dans le Journal de Montréal, à Cube Radio, Stéphanie Gramont. La meilleure. Stéphanie Gramont, je suis columniste pour le Journal La Presse. Je pense que nos chroniques ont beaucoup d'impact, puis c'est ça qui est motivant. On va avoir un effet sur des lois qui vont être passées à la suite de ce qu'on a écrit. Puis pour moi, vraiment, dans ce temps-là, j'ai le sentiment du devoir accompli. Et c'est comme, ils essayent toujours de nous rentrer l'idée de qu'est-ce qu'ils ont d'affaires là, les syndicats. Fait que même dans ce que vous parlez déjà d'une lutte trop restreinte, mettons, dès qu'ils mettent le pied un petit peu à l'extérieur de ça, on essaie de les recadrer à encore plus restreint. Oui. C'est ça le problème qu'on a, là. Tu sais, nous, ce qu'on critique aussi beaucoup à Alliance ouvrière, c'est le fait qu'on embarque beaucoup dans cette campagne de communication-là, que les centrales embarquent beaucoup dans cette campagne de communication-là, alors que nous, ce qu'on prétend, c'est qu'il faut sortir de cette campagne de communication-là et aller organiser et éduquer les gens sur le terrain pour qu'ils se réapproprient un certain pouvoir et une certaine capacité à comprendre dans quoi ils sont, les travailleurs, exactement, au lieu d'être spectateurs un peu de ce qu'ils entendent, puis juste avaler un peu de l'information sans être capable d'analyser et porter jugement sur ce qui se produit autour d'eux. Oui. Puis c'est ce que les syndicats font actuellement, là. Ils sont dans une guerre de campagne de communication avec les médias, puis ils font juste essayer de répondre alors que les travailleurs sont comme un peu victimes de tout ça. Mais ils n'ont plus d'agentivité, on dirait. Exactement. Il n'y a pas un membre de mon syndicat qui a voté personnellement pour le président ou la présidente de la CSN ou de la FTQ ou de la CSQ. C'est par délégué interposé. Exact. Ce qui est quand même surprenant, parce que déjà, on le voit dans la démocratie représentative du Québec, à moins d'aller à ton conseil municipal, de contacter ton député provincial, d'appeler ton député fédéral au besoin, c'est très difficile d'avoir de l'agentivité dans la démocratie représentative et c'est presque pire dans la plupart des centrales, parce que là, on vote pour un délégué qui, lui ou elle, va voter pour le président de la fédération. Bon, je ne s'embarquera pas dans les multiples structures des centrales, mais tu sais, à un moment donné, il n'y a pas une grande élection où on choisit notre président ou notre présidente de la centrale. Tu sais, c'est vraiment par délégué interposé. Fait qu'on perd de l'agentivité. Puis même au local, il y a toutes sortes de ressources dans les centrales quand même. Faut pas juste leur casser du sucre sur le dos. Mais il faut faire des demandes, évidemment. Tu sais, c'est l'argent de tous les membres. Fait que là, j'aimerais savoir de l'argent pour une conférence que j'organise. Ah, mais c'est une conférence qu'on ferait plus au régional. Fait que non, débrouillez-vous. Fait que là, tu sais, on est tout le temps dans un jeu de serpent et d'échelle. Ah, là, j'ai monté une coche, la CSN m'a aidé, mais là, j'ai fait cette demande-là, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, je redescends, je retombe au local. Puis ça devient difficile de convaincre les membres qu'ils ont une voix pour vrai dans ces centrales-là, mais ils ont une voix pour vrai dans la société. Maud l'a très bien dit, on est plus que tout le monde, les ouvriers et ouvrières. C'est la plus grosse identité que tu peux avoir. Au-delà de femmes, au-delà de personnes trans, moi je suis une personne queer. On peut parler de politique d'identité pendant 100 ans, mais ouvrier, ouvrière, là, c'est énorme. C'est comme locataire. Mais là, moi j'ai une question. Je vois que vous avez plusieurs chapitres, puis là, ça me fait penser genre aux Hells Angels. Là. J'adore ça. On a un peu cette structure. Chevalier de colon, mettons. Oui, Chevalier de colon. Oh mon Dieu. On prend Vous avez le chapitre Halifax, Hamilton, Ontario, Montréal, Grand Toronto, Ville de Québec, Waterloo, Wellington. Comment on prend part? Tu sais, comment quelqu'un qui... Parce que tu disais syndiqué, non syndiqué, fait que donc littéralement, tout le monde peut s'impliquer dans ce collectif. En fait, vous êtes des artistes, vous pourriez arriver avec quelques amis artistes dans une assemblée, parce qu'on a des assemblées publiques à chaque mois. Vous pourriez arriver puis dire, nous, on est intéressés à partir un caucus en or, puis on voudrait pouvoir avoir les ressources pour être formés en organisation, puis pouvoir investir peut-être des ressources auprès de certains milieux de travail en or pour créer des comités organisateurs spécifiques pour organiser les gens, soit les syndiqués ou organiser des milieux déjà syndiqués à la saveur un peu d'Alliance ouvrière. Fait que tu sais, n'importe qui veut s'impliquer peut venir. Il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment intéressant. Il faut juste payer le 10$ par mois parce qu'on s'autofinance par nos propres moyens. Là. Je comprends. Puis les gens, c'est les membres qui sont élus par l'Assemblée. Essentiellement. Donc, c'est pas... Fait que vous essayez vraiment d'avoir un processus super démocratique. Ouais, c'est de la démocratie directe, là. Okay. Exactement. Puis c'est quand même assez nécessaire parce qu'il n'y a rien de plus démobilisant ou il n'y a rien qui nous rend plus cyniques que d'avoir l'impression que la grève, qui est quand même le moyen numéro 1 des travailleurs-travailleuses pour se défendre et dire non, gars, moi, si mon seul rôle social, c'est mon labeur, je vais arrêter de le faire jusqu'à temps que tu me le payes comme du monde. Là, si on perd ce moyen-là, puis parce que tu sais, c'est ce qu'on vit. Moi, je suis dans le secteur public, je travaille pour un cégep. Fait que c'est encore pire parce que là, on est tous en même temps. C'est pas juste l'usine dans laquelle je travaille, son contrat finit en 2028, on négocie. C'est
tous les cégeps. Là, on est en même temps que les profs aussi, si je me souviens bien, puis ça tombe en même temps que les infirmiers et les infirmières aussi. Fait que là, c'est le secteur public. Là, la dernière fois, c'est un front commun. Québec au complet. Là. À peu près, Ouais. c'est ça. Là, c'est du monde en tabarnouche. Fait que là, ben, c'est pas nous qui décident quand on fait la grève, parce qu'on peut pas la faire tout seul, chacun de notre côté. Puis ça, à la limite, ça va, ça prend une certaine efficacité, ça prend une force du nombre. Mais c'est le comité de négociation qui nous dit, ben les négociations vont pas bien, on vous suggère 3 jours de grève entre telle date et telle date, votez pour, votez contre. Fait que oui, on vote, mais on n'a pas choisi la question, C'est ça, ouais. Il y a on comme n'a quelque pas chose choisi de les dépossédant détails. un peu dans... T'as pas Totalement. l'impression que ça part de toi. Puis ça pourrait être correct si, quand c'est le temps de montrer les dents en dehors de la négociation de convention collective, on avait ce même... J'ai rien contre le leadership à la limite. Tu sais, tu veux inspirer du monde. Je veux dire, personne m'a dit on va te donner une campagne dans les mains, ça n'a pas été voté préalablement. C'est moi qui amène des propositions sur le plancher, comme n'importe quel membre pourrait le faire dans mon syndicat. Mais si on a du leadership juste quand c'est le bon moment, puis qu'on fait un spectacle électoral où on choisit on choisit avec des gros air quotes, on est sur un podcast, fait que je vais mentionner mes air quotes, mais on choisit pas vraiment quand est-ce qu'on va être en grève, on choisit pas vraiment le nombre de jours, l'escalade, tout ça nous est fortement conseillé par une instance qui est souvent inconnue de nos membres, là. Autant les gens qui nous écoutent que les membres de mon syndicat local, si je commence à leur parler du Conseil central Montréal métropolitain, de la Fédération des employés, de la Confédération, les gens deviennent très rapidement confus. Moi-même, je veux dire, je milite à temps plein, puis des fois, je suis tout mélangé. Genre, Je comprends. c'est qui s'occupe de quoi, puis c'est bien des petits carrés de sable. Puis là, il y a beaucoup de politique à l'interne aussi. Tel organe d'une centrale peut pas faire la job de l'autre organe, faut qu'il s'appelle, faut qu'il se parle. Puis là, nous, on est au local, puis on est comme, ben moi, j'attends juste mon chèque ou que quelqu'un vienne sur le plancher m'aider avec ma campagne de mobilisation. Juste produire du matériel d'information, ça semble assez laborieux, alors que il y en a des ressources dans les milieux syndicaux. Là. Il y en a de l'argent. Là. Si les étudiantes qui ont fait 2012 avaient eu les ressources des centrales syndicales, je peux vous garantir que l'éducation serait gratis de la maternelle au doctorat. Mais là, c'est pas ça. Mais tu sais, on a tendance à choisir quand on veut avoir du leadership, puis là, quand on parle de grève politique, tout le monde est comme « Ah, mais ça, faut que ça vienne de la base. » Mais c'est ça. Tu sais, quand Jess dit on se fait donner beaucoup de mandats par les comités de négociation pour, ben là, on devrait aller en grève parce qu'on est rendu là dans notre capacité de négocier, ben c'est aussi, tu sais, je veux revenir au fait que les centrales sont très embourgeoisées. L'appareil permanent est très embourgeoisé, donc a beaucoup de privilèges que les travailleurs n'ont pas et ils craignent aussi de perdre leurs privilèges. Ah oui. Donc, si on se place dans cette position-là, ils prennent des décisions pour les travailleurs en fonction de la crainte qu'ils ont de perdre leurs privilèges. Puis pour moi, c'est un problème vraiment important dans le cadre et la culture syndicale dans laquelle on est actuellement, parce que ces mêmes personnes-là, c'est des conseillers syndicaux, c'est des élus. Et les travailleurs sont pendus aux lèvres des conseillers et des élus. Puis, ben, ces gens-là, je veux dire, ils conseillent les travailleurs en fonction des craintes qu'ils ont de perdre leurs propres privilèges, tu sais. Fait qu'en ce sens-là, les revendications que nous, on a à Alliance ouvrière de dire, ben, faut redonner tout le pouvoir d'organisation de la base puis la capacité qu'elles ont de se constituer comme une force politique en soi, c'est vraiment fondamental. Puis on veut justement créer ce contre-pouvoir-là avec les organisations syndicales actuelles. On veut pas faire fermer les organisations syndicales. Non, c'est pas anti-syndical. Non, on est super syndicalistes. On veut juste créer cette espèce de tension-là avec eux pour leur dire, là, c'est pas vrai que vous allez continuer à organiser les travailleurs de cette façon-là, basé sur vos privilèges, puis basé sur votre façon de concevoir la négociation, la collaboration avec l'employeur et le syndicalisme réformiste dans lequel on s'en va, tu sais. Mais en fait, ils ont éliminé la lutte des classes, qui était la force des syndicats à la base. Là. En fait, ils n'ont pas éliminé la lutte des classes, ils l'ont éliminé du discours, mais c'est parce que, dans le fond, les syndicats peuvent être un outil intéressant justement pour, mettons, mobiliser cette lutte des classes, mais là, il y a une lutte des classes à l'intérieur du syndicat. Absolument. Exactement. C'est un peu ça le problème. Exactement. Parce que la lutte des classes, elle est partout, puis justement, elle se retrouve dans des institutions qui existent depuis un certain moment, comme là, ça, c'en est un bon exemple. Puis ce que je trouve intéressant quand même de votre perspective, c'est, on a des syndicats, on veut pas les détruire, on se rend compte que c'est vraiment dur de les réformer de l'intérieur parce que je crois comprendre aussi que ça a été tenté, là, tu sais, même, je veux dire, vous avez vous-même... on n'est pas les premières à s'essayer à tenté SSM. jour après jour. C'est là. ça. C'est un work in progress. C'est difficile de faire bouger des grosses montagnes comme ça. Oui. Fait que vous, ce que vous faites, c'est un peu à l'extérieur de ça, comme on donnait tantôt un exemple, sinon on vous laisse partir un caucus, mettons, artiste, ben tu sais, ce qu'on ferait probablement, c'est qu'on commencerait justement avec un groupe d'amis ou de connaissances de gens qu'on connaît, puis on irait peut-être, nous, à l'intérieur
des structures. Exact. Mettons, on ira à l'UDA pour Exact. rencontrer des membres, dire vous êtes intéressés quand même, vous êtes ici. Là, nous autres, on voit des freins. Est-ce qu'on s'organise à côté, en parallèle, puis on essaye de voir si on arrive tous ensemble avec nous des dispositions, des idées, puis des façons de fonctionner, puis là, on peut faire beaucoup plus bouger la machine comme ça. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce que joindre un autre chapitre que le sien est une forme de trahison? Le but, là, c'est pas de s'aliéner la bannière syndicale pour laquelle le membre a signé sa carte. Là. Ouais. Si vous joignez Alliance ouvrière, vous n'êtes pas en train de renier votre bannière syndicale. Ouais. On n'est pas en train de dire ça aux gens, jamais. Ouais. En fait, ce qu'on dit, c'est il est possible de créer, un peu comme Philippe l'explique, il est possible de créer en parallèle une certaine structure qui va vous construire une solidité pour être capable de ramener cette solidité-là au sein de la bannière syndicale. Puis quand vous allez vous sentir solide, vous allez être capable de lutter collectivement dans la bannière, vous allez pouvoir ramener cette structure-là. Mais au départ, c'est possible de construire un comité. Des fois, au sein même d'un milieu de travail, il y a des bannières syndicales différentes. Là. Il y a des fois, la FTQ est là, la CSN est là, puis on construit un comité organisateur avec des gens qui sont issus de plusieurs bannières syndicales. Oui. Puis c'est encore plus intéressant, là. On est apatride, là, à Alliance ouvrière. Toi, t'es en travail social. Oui. Vous avez un syndicat? Oui, on a un syndicat. Est-ce que tu peux participer à Alliance ouvrière puis l'amener dans ton milieu de travail? Comment c'est perçu, ça? Ça va être perçu comme une menace. C'est ça. Ouais. C'est ça que je me demandais. Oui, nous, tant on mieux. Mais tant mieux, oui, Chris. mais c'est aussi ça un peu qu'on veut créer. On veut créer... ce sentiment d'urgence chez les syndicats, que les travailleurs s'organisent et sont insatisfaits aussi de comment le syndicat les organise. Ouais. Fait que, tu sais, c'est cette tension-là qu'on veut créer. Légalement, tu as toujours droit à la libre association. Je veux dire, un employeur ne peut pas t'empêcher de parler à tes collègues à l'extérieur de n'importe quel contexte. C'est sûr que ça doit leur faire peur parce que justement, c'est comme si toi, tu es la seule entité capable de faire que tous les gens viennent s'asseoir dans une salle puis de leur parler, puis c'est toi qui contrôle la conversation, puis c'est toi qui contrôle les points. Ben, à un moment donné, c'est du pouvoir, ça aussi. Si les gens sortent de la salle, qui vont tous dîner ensemble, puis qui se parlent, là, t'es plus là, c'est plus toi qui contrôle la conversation, c'est sûr qu'eux autres, ça leur enlève une part de pouvoir, mais je pense que c'est important, parce que là, justement, ce pouvoir-là, c'est assis, puis a tendance à pas vouloir aller aussi loin que les travailleurs le souhaitent. Exact. Comment, après, ils font changer les choses? Mettons, là, que tu crées une coalition Alliance ouvrière à la FTQ, une gang d'infirmières ensemble, mettons. Je sais même pas si sont à la FTQ, mais... Comment après, mettons, ça se construit, le rapport de force? Est-ce que ça serait de changer de grandes gueules carriéristes qui s'occupent de ce syndicat-là pour parler d'autre chose que juste du salaire? Ben, tu sais, on va dire que je m'investis dans le caucus secteur public de l'Alliance ouvrière. Ben, tu sais, ça peut se faire de plusieurs façons. On a fait des actions en partenariat avec, ouvertement en partenariat avec l'Alliance ouvrière au cégep. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui se posent des questions. C'est qui l'Alliance ouvrière? Pourquoi ils sont là? Puis tout ça. Alors que dans les centrales, c'est plus commun de faire affaire avec d'autres organismes. Surtout à Montréal, on s'invite souvent avec le communautaire, on se fait des gros parties où on discute de qu'est-ce qu'on va faire, la suite de la lutte, des choses de ça. On fait juste ça en discuter d'ailleurs. Les actions ne suivent pas souvent, mais on parle beaucoup. Mais on parle beaucoup. Tu sais, moi, c'est pas si pire. Je viens du milieu étudiant, je suis un anarchiste, je viens des milieux queer, on est habitué à des AG, on est habitué à la démocratie directe. C'est pas vrai pour beaucoup d'élus au local. Fait que le fait de dire « Ah, ça m'intéresse d'aller dans l'Alliance ouvrière », ben, tu vas vivre ce que moi j'appelle une vraie assemblée générale. Tu as le droit d'intervenir, tu as le droit de proposer quelque chose spontanément. Des fois, dans les assemblées générales syndicales, ça roule des yeux. Là. Tu proposes d'ajouter un point à l'ordre du jour de la journée, puis là, tout le monde est comme « Ah, ça y est, il faut qu'on ajoute un point à l'ordre du jour, puis il va falloir qu'on vote, puis il va falloir qu'on en parle. » Puis je suis comme « Ben oui, il va falloir qu'on vote, il va falloir qu'on en parle. » Moi, dans ma tête, c'est de même, ça marche une démocratie. Même, tu sais, tandis que quand tu vas à l'Alliance ouvrière, ben, tu as le droit d'amender, tu as le droit de proposer. Même les gens. J'invite fortement à ce que les membres le fassent. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, en vivant cette expérience-là, ben là, tu retournes dans ton instance syndicale, tu es comme. Finalement, j'ai pas le droit de parole tant que ça. Finalement, la démocratie est semi. Tu sais, oui, on vote, oui, on a un certain droit de. Mais c'est encore une fois, c'est comme le droit de grève, c'est encadré. Il faut le faire d'une certaine façon, au bon moment, quand ça fait plaisir à tout le monde. Fait que c'est ça l'avantage d'avoir un caucus. Puis aussi, c'est les formations qui sont offertes. Ouais. Une formation d'organisation en milieu de travail, t'as pas ça naturellement. Ben, il y en a qui sont des leaders naturels, je dis pas le contraire, mais de savoir comment commencer une campagne d'information. T'sais, toute bonne campagne commence avec un tract ou un journal qui décrit la cause, les arguments. On passe son monde, on en discute. C'est d'apprendre à faire ça, puis après ça, d'apprendre à organiser une première action.
Puis là, ça, c'est ce qu'on appelle un petit test de la force de frappe. Test de structure. Test de structure. Est-ce qu'on était 2 en avant du ministère de l'Éducation ou est-ce qu'on était 102, tu sais? C'est drôle, parce que ça correspond pas mal aux 2 affaires que vous mettez beaucoup de l'avant, organisation puis éducation. C'est ça. Fait comment, justement, je veux dire, organiser, c'est une chose, c'est-à-dire déjà d'arriver dans son milieu de travail puis de dire on va rassembler ces gens-là puis on va les amener quelque part pour pouvoir se parler. Comment on éduque les gens justement à la lutte, à ce qui est important, aux enjeux? Comment on fait ça? Ben, faut partir du fait que... Bon, c'est ma petite opinion à 2 cents, là, mais faut partir du fait que les gens le savent déjà. C'est pas moi qui leur montre c'est quoi leurs besoins. L'humain moyen sait très bien que tout coûte trop cher, tabarnak, puis qu'on s'en sort plus, puis que le monde le sait, ça. Puis ils sont capables de faire le lien, là. Ce travail-là, il est facile sur le terrain, mais c'est quoi faire? On commence avec des gestes symboliques. Tu sais, bon, nous, on est rapide à vouloir aller en grève parce qu'on sait que c'est ça la méthode qui fonctionne le plus. Mais, moi, je le dis tout le temps, 90% des affaires qu'on fait, on les fait juste pour dire qu'on les a faites. Ah, on a envoyé une lettre à la ministre. On pour le sait bien. construire la majorité. Exactement. Puis aller chercher le monde, puis leur rappeler qu'on a un pouvoir. Tu sais, bon, j'ai parlé de Michel Chartrand tantôt, ma citation préférée, c'est « Occupe-toi de la politique parce que la politique va s'occuper de toi ». Et ça, on le répète, puis les gens réalisent, puis encore une fois, tu vas dans une AG de l'Alliance ouvrière, on est 50, 60, 70, t'es comme « Oh shit, ok, je suis pas tout seul à être en tabarnak puis à vouloir faire quelque chose ». C'est ça l'éducation qui est difficile, c'est sortir de « je suis d'accord avec toi, Jess, on devrait faire quelque chose » à « je vais me présenter à l'action. Ce matin-là, je vais me lever puis je vais aller manifester en avant du ministère de l'Éducation, en avant de la ministre Biron, peu importe. » C'est ça qui est plus difficile, c'est d'expliquer aux gens que oui, ça peut fonctionner. Ouais, de transformer finalement des idées en action. Mais tu sais, l'affaire, tu dis, les gens le savent déjà, je suis quand même d'accord, c'est-à-dire tout le monde est au courant de ses conditions matérielles, même s'ils n'ont pas toujours les mots pour le nommer, là. Mais une des choses qui est le plus délétère à la force ouvrière puis à l'union, dans le fond, de tous ces gens-là ensemble, c'est la propagande de droite dans les médias qui arrête pas de nous fucking dire que c'est de la faute des immigrants si on n'a pas de maison, de la faute des personnes trans si on n'a pas... Puis ça fait partie de l'éducation de juste défaire ce nœud-là puis de dire « Check, je suis d'accord avec toi, on manque de cash, on manque de services, on manque de ci, de ça. » Ça, on est d'accord. Je veux dire, je suis d'accord avec les auditeurs de Radio X là-dessus, sur ça. Je suis pas d'accord sur les causes. C'est là que des fois, je pense que le bas blesse un peu. On est si près, mais si loin, des fois, avec... Puis aussi, tu sais, sur votre site, vous parlez de... Il y a un passage, là, que j'étais comme... Chris, c'est quasiment de la soft porn, là. Mais c'est comme... Ça me donne chaud, là, j'aime ça, là. Nous luttons pour la perspective d'un monde réellement égalitaire, libéré des inégalités socio-économiques, des divisions nationales et des guerres impérialistes. La véritable liberté ne sera possible que lorsque les travailleurs et travailleuses prendront en main la direction de la société, indépendamment des monopoles, des banques, des corporations et autres institutions parasitaires qui perpétuent les inégalités et empêchent la majorité de l'humanité de mener une vie digne. Ça, pour Tout moi, ça pour le 1er mai cette année. C'est de la porno pour moi. Genre, littéralement, wow. Ouais, Puis, c'est orgasmique. Hein, c'est orgasmique de l'entendre. Fait que je peux même pas m'imaginer être dans une assemblée où c'est ça. On utilise aussi des termes pour nommer des choses, tu sais, que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre pour aussi leur développer un peu leur aptitude à comprendre leur réalité. La droite n'utilise pas ces termes-là. Là. Les médias n'utilisent pas comme des classes sociales, par exemple. C'est comme toi, tu es dans cette classe sociale-là. Toi, c'est ça ta position dans la société. T'sais, utiliser ces termes-là pour que les gens comprennent bien, tu sais, ma souffrance, c'est un problème systémique. C'est pas moi qui est responsable de ma souffrance. Ouais. C'est pas un groupe minoritaire qui l'est non plus, tu sais, non, c'est ça. C'est pas sauf comme... si ce groupe-là, c'est les riches. Si Là, on peut parler... Si je suis noire, je travaille chez Amazon à 19$ parce que c'est Alliance ouvrière aussi qui a syndiqué Amazon. Oui, c'est ça. Puis je vais venir à ça après. Oui, on veut rentrer dans le concret après. Mais c'est parce que, je veux dire, c'est un problème systémique, là, tu sais. Je veux dire, c'est parce qu'il y a du racisme, puis parce qu'on m'exploite, tu sais. Puis on utilise les termes d'exploiter, puis on utilise, tu sais, on construit aussi cette espèce d'indignation-là en entendant aussi les réalités. Puis c'est pour ça que, tu sais, là, j'ai le livre Organiser, mobiliser, gagner. C'est aussi en discutant avec les gens de leur réalité, tu sais. Puis le syndicalisme d'aujourd'hui se préoccupe pas de la vie des gens, tu sais, individuellement, tu sais. C'est quoi ton histoire à toi, tu sais? Puis on apprend en formant les gens, l'organisation, de parler individuellement avec le monde pour comprendre, toi, c'est quoi tu vis. Est-ce que tu as de la famille dans un pays où tu envoies de l'argent tous les mois? C'est quoi ton struggle dans la vie? C'est ça la base du travail social. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut comprendre d'où il vient, exact. qu'est-ce qu'il et elle ou elle a vécu, tu sais. Exact.
Mais l'organisation syndicale, pour essayer de construire une espèce de synergie puis une espèce aussi d'indignation collective, ça prend une compréhension commune aussi par rapport à ce que les gens vivent. Puis si on comprend pas, puis on prétend, puis les centrales prétendent beaucoup de choses, là, tu sais, avec les grandes campagnes qui font du top-down, comme Faire Front. Il y a une campagne actuellement de la CSN où il y a à peu près 8 revendications de toutes les causes sociales. En fait, toutes les causes sociales sont mergées là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pas trop ce que ça s'en va, cette grande campagne-là. Ça, c'est la campagne qui a coûté près de 6 millions en pub, cette affaire-là. Ah ben oui, c'est la pub, c'est les posters, c'est le matériel. Puis tu sais, plus t'as de causes, plus ton matériel est général. Puis tu sais, le général, les gens le comprennent déjà. Là. C'est sûr, bon, il y a encore du monde à convaincre, mais la majorité des gens savent que la crise climatique, c'est vrai. La majorité des gens savent qu'il y a de l'accumulation de richesse à quelque part. Tu sais, il y a une joke dans la gauche qui dit tout le temps « Toute accusation venant de la droite est en fait une confession ». Mais tu sais, c'est intéressant parce que tu le dis, la plupart des gens comprennent les enjeux. Je pense que là où on est dépossédé, c'est de comprendre comment on peut agir sur ces enjeux-là. Puis en tant que travailleur, de catcher que c'est nous qui créons toute la richesse, puis est là la force de la grève là-dedans. C'est de dire, si tu arrêtes la machine, puis les travailleurs ont exceptionnellement cette possibilité-là d'arrêter la machine, c'est eux les pièces de la machine, c'est eux qui la font rouler chaque jour. C'est pas les patrons, là, c'est pas le propriétaire de la compagnie qui habite en Belgique qui fait rouler ça, cette affaire-là, puis qui fait des profits tous les jours, il fait juste les engranger. Mais on dirait qu'on s'est fait déposséder de cette capacité-là de catcher qu'on a beaucoup de pouvoir, pas chacun de nous, mais tout le monde ensemble. Puis c'est là que la grève est quand même intéressante parce que les gens, ils ont peur de la violence. Puis ça, je peux comprendre, la violence, ça fait peur. C'est pas mais justement, la grève, c'est un outil très puissant, non violent, qui peut donc être plus facile à faire passer à des gens qui sont justement peut-être moins radicaux dans leur thinking. Mais ils font semblant dans les médias où les élus ou tout ça vont justement tourner le miroir de la violence pour faire de la grève quelque chose de violent envers, mettons, les pauvres usagers qui n'ont pas pu prendre le métro cette semaine. La petite fille à l'hôpital qui pourrait manquer de soins quand les... Oui, quand on coupe partout en santé, mais là, soudainement, parce que le métro est fermé 2 jours. Les exemples qu'ils donnent, c'est ma femme de ménage n'a pas été capable de se rendre chez nous un matin. Là. Ça, c'était malade. Allô, ça, c'était malade. Ah oui, ça. Jean Boulet, oui. Tu sais, puis là, elle fera plus beaucoup d'argent. Il faut qu'elle prenne son char, puis le gars. Mais il a l'air d'une marionnette de l'émission à plein temps. Moi, je sais pas c'est quoi ça. C'était une émission avec des marionnettes géantes vraiment terrifiantes dans les années 80. Les grèves qui durent trop longtemps finissent par faire mal à du monde, particulièrement en politique. Hey, sa femme pis ses 2 gars ben puis le planter là. Oh, c'est pas parlable, écoute, même. C'est pas parlable. Mais Jean Boulet, lui, c'est pas pire, là. Ah, c'est pas pire, oui, c'est très pas pire. Oui, moi, ce que j'aime, si vous voulez savoir comment la CAQ aime le travailleur et la travailleuse moyenne, c'est... Jean Boulet, dans la dernière campagne électorale, est allé dire que 90% des immigrants parlent pas français, vont à Montréal et se foutent de nos valeurs. Ils ne travaillent pas. Et là, François Legault a dit, écoutez, on peut pas dire des affaires... Hey, quand c'est trop raciste pour François Legault, là, c'est parce que t'es allé loin en tabarnak. Puis là, il est allé dire, bon, ben malheureusement, ça le disqualifie comme ministre de l'Immigration, il pourra plus occuper ce poste-là, mais il est resté ministre du Travail, par exemple. Ça, il était pas disqualifié, ça a l'air. Fait que tu sais, c'est... Un homme qui a probablement jamais travaillé dans sa vie, d'ailleurs. Puis là, tu sais, on s'entend que les gens, ils regardent plus les nouvelles. Là. C'est l'enfer, essayer de s'informer en ce moment, parce que tu tombes dans une espèce d'état de catatonie avancée, puis t'es comme, what the fuck? La Troisième Guerre mondiale a été partie par un cercle de pédophiles qui disent absolument n'importe quoi dans les médias, puis là, t'es comme, c'est ces gens-là qui nous dirigent. Puis là, notre sauveur au Canada, c'est un banquier qui liche les bottes de milliardaires. Puis ça, c'est le dirigeant d'une génération, là. Mais Jessie, t'as pas aimé son speech si inspirant à Davos? Ah, écoute, c'était très inspirant. C'était très, très inspirant. Surtout que c'était à Davos. Mais là, pour revenir à la grève... Oui, c'est ça. On divague. L'autre truc que je veux dire là-dessus, c'est que ça fait une boucle avec le Code du travail encore. C'est que les travailleurs ont tellement internalisé le fait que la grève, c'est un outil légal qu'on utilise dans un cadre légal, qu'on a aussi dans notre mission, on va le dire de même, l'Alliance ouvrière, toute cette déconstruction-là à faire avec eux, que tout ce qui est légal, genre, peut être défoncé, tu sais. Je veux dire, le Code du travail, c'est un outil, tu sais, qui peut être défoncé. Genre, on peut créer d'autres normes. C'est une norme, la loi, là. C'était légal que les femmes n'aient pas le droit de vote. C'est ça. C'est pas une fatalité que, je veux dire, ça soit légal. Puis on peut faire la grève même si c'est pas enchâssé dans un droit légal. Je veux dire, la grève, c'est un droit humain qu'on peut s'approprier.
Puis ça, c'est aussi une construction qu'on doit faire avec les travailleurs qui sont apeurés par prendre possession de leurs droits de travailleurs. On a aussi un problème dans notre inconscient de justement se considérer comme des travailleurs quand au final on est des humains qui travaillent, si ça fait notre affaire, si ça nous donne les conditions de vie qui sont intéressantes pour nous. Je veux dire, on n'est pas obligé de travailler. C'est pas illégal de pas travailler. Non. Puis à force de se considérer juste comme des crises de travailleurs, comme si c'était notre fonction première, comme si se lever le matin, c'était pour travailler, ça crée aussi ce rapport-là où c'est comme si pas travailler, c'était illégal. Mais ça l'est pas, là. Faut arrêter avec ça. C'est pas qu'on est contre l'idée de travailler, de produire, de tout ça. Mais là, on est rendu à parler de créer de la richesse. Créer de la richesse pour qui? Mais ça, c'est les effets du néolibéralisme. Dans le néolibéralisme, on est toute notre petite entreprise. Mais là, parlons justement d'Amazon, parce que c'est un peu comme ça qu'Alliance ouvrière s'est fait connaître quand même, qui est comme tombé un peu dans les nouvelles, puis tout ça, à cause de l'entrepôt d'Amazon. C'est quoi cette histoire-là? Comment ça s'est passé? Ben, Alliance ouvrière, en fait, a infiltré l'entrepôt DXT4, travailleurs 95% immigrants exploités, sous-payés d'Amazon. On a plusieurs militants qui ont infiltré cet entrepôt-là. Puis, ils ont mis en œuvre, en fait, avec les travailleurs qui étaient sur place, tout le principe d'organizing, qui est le principe de faire des rencontres one-on-one, expliquer un peu c'est quoi ton vécu, comment tu te positionnes par rapport aux conditions de travail dans lesquelles tu es, c'est quoi ton vécu de conditions de vie. Puis, ils ont construit tranquillement, pas vite, une espèce de campagne de syndicalisation qui a mené à la syndicalisation ultime de Amazon avec la CSN. Puis convaincre des personnes immigrantes précaires de syndiquer, c'est de longue haleine. Parce que c'est de longue haleine, mais c'est aussi... ça prend quand même du courage quand tu es un travailleur précaire de syndiquer parce que tu as le désir de voir tes conditions s'améliorer, mais tu as aussi toute la pression de est-ce que je vais perdre mon statut ici? Est-ce que je vais perdre parce qu'il y avait plein de permis de travail aussi fermés. Que si t'as pas ta job, tu t'en vas. C'est ça. Si t'es mis dehors, je veux dire, tu te fais kicker out aussi du Québec. Mais tu sais, il y avait une communauté de travailleurs là, qui était vraiment solide aussi, là, puis qui était vraiment courageux, puis qui croyaient profondément en l'amélioration de leurs conditions de travail et de conditions de vie. Fait que Alliance ouvrière a syndiqué cette usine-là, qui a mené en fait à la première négo. Mais tu sais, eux, ils ont aussi commencé à faire des moyens de pression à l'interne pour améliorer toutes sortes d'enjeux à l'intérieur, malgré le fait que c'était pas dans le cadre normal et légal des choses. Ils faisaient des moyens de pression, ils faisaient des marches symboliques avec les travailleurs. Ils ont fait une escalade, en fait, de moyens de pression qui n'étaient pas nécessairement organisés comme on le souhaiterait dans le cadre de l'adoption d'une première convention collective. Puis, finalement, ben, comme l'histoire l'explique, là, ben, Amazon a décidé de quitter le Québec pour représailles, en fait, du fait qu'on a syndiqué un de leurs entrepôts. Par pur esprit de vengeance. Grosse nouvelle qui tombe à l'instant. Le géant Amazon va quitter le Québec. C'est ce que Radio-Canada a appris de plusieurs sources, Chantal. Oui, alors Amazon qui l'aurait annoncé à ses partenaires de services de livraison dès ce matin. La CSN aussi, le syndicat qui confirme avoir eu une annonce semblable ce matin au cours des dernières heures. Donc, la date de cessation des activités, ce qui circule actuellement, ce qu'on vient tout juste d'apprendre, ça serait le 8 février. C'est d'une cruauté. Ouais, totale. En même temps, mais ça reste une victoire. Honnêtement, on devrait être content de décrisser ces compagnies-là de notre territoire. Elles sont délétères au tissu social. Il y avait plein de monde qui avait des jobs. Oui, je comprends, mais c'est des mauvais jobs qui traînent aussi le marché. Oui, sauf qu'ils ont quitté, mais tu sais, ça a été récupéré par des travailleurs qui ne sont pas syndiqués. Puis c'est Intelcom qui a comme récupéré le travail de transport, de livraison. Puis c'est des travailleurs qui sont encore plus vulnérables que les travailleurs qu'on tentait d'aider puis d'améliorer leurs conditions. Fait tu sais, oui, là, je comprends. On veut que ça n'existe pas, Amazon, dans la vie. Ouais. Mais la situation est que, ben, les jobs ont été remplacés par des jobs de pire catégorie. Oui, c'est encore pire. C'est ça. Mais c'est pour ça que aussi, c'est un problème global qu'il faut adresser, effectivement. C'est pas, tu sais, je veux dire, il y a des compagnies, effectivement, qui sont terribles, mais c'est que, tu t'en envoies une à l'extérieur, il y en a une autre qui s'installe qui est tout si pire, sinon pire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, le problème est global, il faut aussi l'attaquer comme ça, sauf que, tu sais, faut juste pas voir ça comme des défaites, parce que c'est de même aussi que ça tente d'être framé dans les médias, genre, hey, regarde, tu vois, ils ont syndicalisé, bravo, là, on paye tous les jobs, pis t'es comme, mais Chris, en même temps, ça nous en dit long aussi sur cette compagnie-là, qui n'accepte pas
quelque chose qui est quand même supposément légal, le droit et qui se d'association. sent très confortable d'agir de la sorte. Exact. Ce que je voulais dire par rapport au licenciement comme collectif d'Amazon à la suite de la fermeture de toutes les usines d'Amazon ont fermé, c'est que les réactions des centrales, en l'occurrence la CSN dans le cas d'Amazon, ça a été de faire une vaste campagne juridique autour de ça. Fait que, tu sais, de comme, OK, c'est des représailles syndicales, on s'en va comme en cours. Genre, ils les poursuivent? Ouais, ils ont poursuivi Amazon. Puis, eux, ils ont les moyens de faire ça, puis ils ont ce qu'il faut pour faire ça. Est-ce que c'est une bonne lutte parallèle, selon vous? Ben, s'ils faisaient plus qu'une lutte en même temps, oui, mais là, c'est la seule chose qu'ils ont En fait, c'est une lutte fucking démobilisante. Ouais. Aucun travailleur est mobilisé par une lutte juridique. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est des luttes qui durent des siècles, first. Ouais. Fait que, c'est dans lesquelles t'es pas vraiment impliqué. Ben, tu sais, c'est comme t'as ton président qui y va avec une armée d'avocats. Puis, je veux dire, qu'est-ce que t'as à faire, toi, comme travailleur là-dedans? Rien à part attendre ton chèque à la fin, genre. Ouais. Mais là, comment ils ont réagi, les travailleurs qui ont perdu leur job? Ils étaient-ils en tabarnak? Ils ont-tu regretté? Comment ça se présente, ces situations-là? Ben, en fait, la majorité n'ont pas regretté du tout parce que ça a créé des liens comme indissociables. Là. Vivre ça a créé quelque chose de particulièrement solide. Mais, tu sais, ils ont dû être reclassés ailleurs. Ouais. Ils ont trouvé des jobs. On a fait des comités de reclassement. Ils ont vraiment dû rusher un bout. Ils ont été sur le chômage aussi un bout. Mais non, il n'y a pas eu une vague de frustration par rapport à la syndicalisation. Là. Ils étaient plutôt contents de l'expérience. Ouais. Ils ont été vraiment solidaires les uns avec les autres. Sauf que ce qu'on aurait dû faire, c'est avoir une grève générale parce qu'on avait fait tout un boycott aussi d'Amazon c'est ça, à j'allais l'époque. dire, c'est ça, la campagne de boycottage, ça a pogné. Là. On n'a même plus le droit d'acheter chez Amazon dans les services publics du gouvernement. Là. C'est allé jusque-là. Là. C'est ça. Tout ça pour dire que les centrales ont eu le réflexe encore d'utiliser le Code du travail dans une espèce d'affront aussi monumental. Puis c'est un affront symbolique aussi. Là. C'est pas juste comme 50 travailleurs qui sont licenciés. On a un syndiqué première usine d'une multinationale gigantesque. Tu sais, c'est comme... On s'entend qu'Amazon, c'est le symbole du capitalisme tardif. Ouais. Tu sais, on avait aussi l'espoir d'arriver à en syndiquer d'autres. Tu sais, il y avait comme une espèce de travail vraiment profond d'organisation de ces travailleurs-là. Puis la seule réaction, ça a été une réaction juridique. Tu sais, on se serait attendu à ce que ce soit vraiment plus massif, un mot d'ordre vraiment plus important. Tu sais, faire une journée de grève ou, tu sais, vraiment... Mais ils ont réagi de manière légaliste encore. Ouais. Bourgeoise. Mais ça donne le ton un peu, ça montre que c'est ça en fait. C'est comme une tentative toujours d'éteindre les feux. Il y a beaucoup de colère, il y aura un moment genre parfait pour mobiliser. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint ça en l'étirant sur 8 ans, en vous sortant un peu de la lutte, en disant on s'en occupe là, on s'en va avec des avocats, ça va coûter 6 millions. T'es comme, non, c'est ça. Ce qu'on a besoin, c'est du contraire, c'est de ramener ça en bas. Puis de dire, là, on va utiliser cette indignation-là pour aller plus loin, puis pour forcer pour d'autres trucs. Les gens sont prêts à être mobilisés. Clairement, les centrales syndicales n'ont pas cette volonté-là. Sinon, ils non. Puis tu sais, on posait la question tantôt, tu sais, comment ils se sont sentis, ces gens-là. Bon, je peux pas parler à leur place, je suis pas leur porte-parole, mais souvent, mettons, quand une campagne de syndicalisation a des conséquences comme celle-là, c'est que les gens qui sont à l'extérieur de la campagne qui sont comme, c'est la faute des syndicats. Ouais. C'est un peu la même chose que quand le Québec au complet chiale ses pistes cyclables à Montréal alors qu'ils vivent pas ici. Comme, ça donne que nous, on est satisfaits sur l'île. Là. Ça va bien. Là. C'est juste vous à l'extérieur qui capotez là, parce que vous avez plus le droit de nous utiliser comme une autoroute. Fait que, tu sais, c'est la même chose. C'est en dehors du syndicalisme, on est quand même, mais c'est la faute. Mais les gens qui ont participé à la campagne, là, on parlait de cynisme tantôt. Là. Quand tu participes à une campagne de même, là, tu prends très rapidement conscience. Les gens le savent. Là, tu prends très rapidement conscience que l'ennemi, c'était l'employeur. Parce qu'ils n'ont pas demandé des affaires de fou, les employés d'Amazon. Ils n'ont pas demandé 18 semaines de vacances payées. Puis... Ils demandaient une augmentation de 6$ de l'heure, de 20 à 26$ de l'heure. On s'entend que à déjà Amazon. Là, les patrons, les actionnaires économisent énormément sur leur force de travail. De toute façon, en fait, pas vrai. Ils économisent pas, Chris. Ils s'enrichissent grâce à leur force de travail. 6$, ils auraient tellement pu l'accorder. C'est des affaires de... Ils veulent pas faire de précédent, I guess. Mais oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Autres, c'est leur crainte que tous les employés se syndiquent. Là. L'augmentation à 26$ de l'heure, ça supposait que l'entièreté des usines allait se syndiquer. Là. Je suis agent de comptoir dans une bibliothèque, j'étais à 29$ de l'heure. Puis je vis pas riche, là. Je veux dire, je suis pas à plaindre, non, je suis pas au salaire minimum. C'est là, vraiment pas un salaire... En 2026, 26$ de l'heure, c'est comme un salaire de vie décent. Tu peux au moins te payer ton esti de loyer. Ouais, puis même le mot décent... Tu vas peut-être avoir un coloc. Je trouve que c'est pas un gros salaire. Vraiment pas. Récemment, sur Jarry, juste à côté ici, Pizzeria Vesta
c'est syndiqué. Oui. Ça appartient à CSN Stefano aussi, Faita. oui. Des fois, les patrons, ils vont utiliser, c'est une campagne de relations publiques aussi de dire, moi, je suis d'accord que mes employés se syndicalisent. Ben oui. Est-ce qu'on le voit, ça aussi? Comment c'est instrumentalisé par la classe patronale? Tout le temps. Puis c'est encore l'histoire de la campagne de communication. Tu sais, les employeurs vont toujours dire, moi, je suis de bonne foi, je vais travailler en collaboration avec le syndicat. Puis les syndicats embarquent aussi dans cette rhétorique-là. Tu sais, nous aussi, on va être de bonne foi d'abord si l'employeur est de bonne foi. Puis c'est exactement ça qu'on revient à la lutte des classes. On n'est pas des amis. On n'est pas en collaboration avec l'employeur. On est dans une confrontation perpétuelle de lutte de classe. Toi, tu as des intérêts, nous, on a des intérêts. C'est pas vrai que la richesse de ton boss va te ruisseler dessus, là. Non. Jamais. Ça arrivera pas, là. C'est comme le mime, là, qui est comme, tu sais, j'ai travaillé fort, fait que je me suis acheté une Lamborghini, puis si toi aussi tu travailles fort, ben je vais pouvoir m'en acheter une deuxième. Tu sais, c'est ça, la logique patronale, là. On vit de l'inflation depuis 40 ans, là, que les prix montent sans jamais crasher, puis qu'on nous dit, maintenant le marché va se régulariser. Alors, ça fait 40 ans que la main visible de l'État va tout régler. Puis c'est pas le cas, mais les riches sont toujours plus riches, les marges de profit ont jamais eu de problème. On nous a fait à croire que la pandémie, c'était une crise économique extraordinaire, alors que les entreprises ont renfloué du cash, tabarnak. C'était ça, c'est une affaire que les obscène, gens là. comprennent. Quand ils parlent d'économie, des nouvelles, ils parlent pas de toi. Non, le mot économie doit toujours être remplacé par le yacht à Jeff Bezos. C'est ça. C'est pas bon pour l'économie. C'est pas bon pour le yacht à Jeff Bezos. On peut-tu parler un peu de ce qui se passe au cégep de Saint-Laurent en ce moment? Parce que justement, il y en a une lutte là, qui se trame. Là. Oui, parce que, déjà, le cégep de Saint-Laurent, c'est comme devenu l'exemple, un peu avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là aussi, qui a beaucoup fait parler. On est devenu l'exemple de la décrépitude d'un côté du parc immobilier qui nous appartient comme population, mais donc des services, conséquemment, qu'on offre à la population. Et là, c'est ça, tu sais, c'est drôle parce que c'est arrivé comme tout un peu en même temps, mais tu sais, au sortir de la mobilisation de 2023, qui était notre dernière négociation de convention collective, il a fallu fermer un pavillon au complet d'urgence. Et là, pour les gens qui nous écoutent, vous le savez peut-être pas, là, mais on a un gros boom dans les cégeps. Il y a énormément d'enfants, il y a une croissance démographique assez exceptionnelle, surtout à Montréal notamment. Il y a des gens qui diraient à cause, moi je veux dire grâce à l'immigration. Et ferme un bâtiment en urgence, ça fout évidemment la marde. Le cégep était déjà plein à craquer. Fait que là, patch un peu, fait des cours de soir, une session, le temps qu'on loue. Là, on a loué un pavillon à une demi-heure de marche du cégep. Puis tu sais, comme les locaux, c'est beau, c'est neuf, c'est belle fun en dedans. Mais en dehors, tu sais, c'est un concessionnaire de Lexus, puis l'autoroute Côte-de-Liesse, puis c'est lourd, comme, tu sais, alors que s'il y a des gens qui sont déjà allés au cégep de Saint-Laurent, le campus est merveilleux. Fait que là, on est dans le barda de la décrépitude des bâtiments. Évidemment, la direction nous fait beaucoup à croire que c'était inévitable, que ce n'est uniquement causé par l'âge du building et que rien de tout ça n'aurait pu être prévenu. C'est faux. Je vous confirme que c'est faux. Alors, il y a eu ça. Et là, en plus, dans les cégeps, comme dans toute la fonction publique, il y a eu un gel d'embauche. Alors, notre population étudiante est toujours en forte croissance, mais on ne peut pas engager plus de monde. On nous dit que ça ne touche pas les services aux étudiants. C'est faux parce qu'en même temps que le gel d'embauche, ils ont mis un plafond d'heures. Fait que même si tu as le droit d'embaucher un employé, il faut que tu coupes les heures à quelque part. Fait que là, ça va être une personne administrative, ça va être un ouvrier spécialisé. Essayes-tu de faire fermer le cégep? Très bonne question. Ou de les privatiser. Peut-être éventuellement que ça va devenir des collèges privés. T'sais, en tout cas, on n'est pas rendu là, mais l'idée, le cercle, c'est toujours la même chose. Affaiblir le service public, s'en plaindre ensuite parce qu'on l'a affaibli et dire ça serait bien mieux si on envoyait ça au privé. C'est ça la boucle. C'est sûr, le cégep Pepsi, on attend tous ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui. T'as pas besoin d'aller bien loin pour avoir l'université Molson. Le Concordia, c'est rien que ça. C'est pas long. Nous, on refuse systématiquement ce genre de choses-là à Saint-Laurent, mais il y a des gens qui sont très, 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 très attirés par l'argent privé. Les fumeurs savent ce que ça donne de l'argent privé. On cache les études, on vous dit que c'est bon pour la santé, c'est la même chose. Fait qu'à Saint-Laurent, on est pris dans ces coupes-là. Il n'y a pas de réinvestissement à court moyen terme. Là, nous, on est chanceux. Le building est tellement en mauvais état qu'on est rendu sur le plan d'investissement du Québec à côté du pont Champlain. Puis, oui, là, on est dans cette liste de projets-là. Je sais pas si vous avez lu, il y avait un article récemment sur l'état des routes. C'est le syndrome du coupage de ruban. On laisse quelque chose se détériorer le plus possible. Et là, on arrive en sauveur. On investit 160 000 millions de dollars dans Saint-Laurent. On va couper le ruban en disant voici mon gouvernement ce qu'il a fait, alors que ça fait 50 ans qu'on travaille là-dessus. C'est tout le temps la même chose. Et là, il y a eu en plus, là, j'accumule les choses, là, mais il y a eu les bâtiments, le gel d'embauche, le gel des heures rémunérées, coupure dans les fonds d'investissement. Ça, c'est les nouveaux buildings, les nouveaux programmes. 50% des budgets d'investissement ont été coupés. Il y a des gens qui avaient commencé des buildings qui ont arrêté. Là. Il y a des cégeps, il faudrait que je retrouve les noms précis, là, mais il y a des gens qui ont été obligés d'aller revoir le gouvernement. Puis t'es comme, là, c'est parce que j'ai un trou de 100 pieds par 100 pieds en arrière du building. Puis j'ai même pas l'argent pour sécuriser ce trou-là pour le mettre sur pause. Ça a tout arrêté. Au Vieux-Montréal, ils réparaient plus les toilettes. La bibliothèque achetait plus un livre. Ça a tout figé dans le milieu de l'été. Le gouvernement choisit toujours un bon moment. S'ajoute à ça
151 millions de dollars across the board de coupe dans les budgets de fonctionnement. Ça, c'est les salaires, c'est le day-to-day, payer Hydro, payer le loyer, payer le... Dans le fond, la plupart des cégeps, là, je vous évite les détails, là, mais la plupart des cégeps ont des petites économies, c'est normal. Il arrive de quoi? Il y a quelque chose qui pète, ben on a un fonds, on met ça là-dessus. Mais là, cet argent-là, à tout le moins à mon cégep, est dépensé pour garder le staff. Fait qu'à la fin de cette année, ce qu'on appelle le solde de fonds, les économies du cégep, vont avoir disparu. Tout ça dans un cégep qui croule. Là, on peut pas se permettre de ne pas avoir de fonds d'urgence. Là, tu te dis, pourquoi le gouvernement fait ça? C'est pour qu'on aille toujours y demander la permission. Si j'ai pas de solde de fonds, j'ai pas d'autonomie. Si j'ai pas d'autonomie, il faut constamment que je dise « Allons le conseil du trésor, est-ce que je pourrais avoir un petit 1,5 million pour réparer 2-3 fenêtres? S'il vous plaît, on va être fin avec vous autres. » C'est pour nous forcer à têter. Quand le gouvernement dit « On va couper dans la fonction publique », ça me tue complètement. Non, c'est ça, mais quand le gouvernement dit « On va couper dans la fonction publique », puis il y a les 20 postes aussi. Mais là, c'est ça. Là, tout ça cumule à jeudi passé. Ouais. On se fait convoquer dans une réunion d'urgence. Nous, dans notre tête, on va se faire fermer un pavillon. On est rendu habitués, là. On est sûr que c'est ça qui va se passer. On s'assoit à table. Bon, écoutez, il n'y aura plus de francisation. Ça, c'est un département entier, là. C'est juste ironique parce que l'année passée, on était dans une crise. Il y avait des listes d'attente incroyables en francisation. Il y avait semi-réglé le problème, mais bon. Fait que là, francisation, c'est beaucoup de postes. C'est des animateurs, des animatrices en francisation, des profs. Nous, on a un employé de soutien qui est concerné par ça, 2 professionnels. Et moi, quand j'écoute la droite parler, ça a l'air important le français au Québec. Plus que tout, d'ailleurs. Si on les a... Fait que là, je suis comme, pourquoi est-ce qu'on coupe ça? Mais c'est parce que c'est ça. Il n'y a pas d'argent. Il aurait fallu les relocaliser, mais on n'a pas de locaux parce qu'on n'a pas d'argent. Fait que là, ça tourne. Et ces immigrants-là, ils vont pas se faire offrir un autre cours de francisation, ils vont se faire pitcher dans la nature. Il y a une baisse aussi à cause des gouvernements racistes qu'on a. Oui. Il y a une baisse importante d'immigration aussi au Québec. Genre, vraiment. Il y a tellement un vent raciste. C'est vraiment grave, la baisse d'immigration qu'il y a au Québec. On peut pas se le permettre, hein? Non. Attention. Si on est vraiment anticapitaliste, on peut se le permettre. Oui. Mais je pense pas que le Québec est prêt à une contraction de son économie. Parce que c'est ça la conséquence. Le capitalisme est basé sur on s'entend, là, c'est une augmentation infinie. Pas juste au niveau économique, c'est que les gens qui viennent ici, ils viennent aussi ici pour des meilleures conditions de vie. Oui, c'est ça. Je veux dire, ils quittent des pays en guerre, des pays genre désœuvrés. Ils viennent souvent ici, à cause de nos pratiques occidentales. Oui, mais ils ont des projets de vie en venant Absolument. ici. C'est pas juste pour une histoire d'améliorer notre économie de pays. Notre pays est complice du génocide en Palestine, on le sait. Là, c'est pas 100%. Bon. Ça serait bien à moins des choses que si on fuck up le reste de la planète, qu'on accueille au moins les victimes de nos propres actions, puis qu'on leur dise, oui, t'as raison de vouloir une vie meilleure, n'importe qui voudrait une vie meilleure. D'autant plus que quand ils arrivent, c'est pas comme si genre on les prenait dans nos bras, puis on s'occupait d'eux, puis on délègue leur traumatisme. Ils ont genre 2 semaines pour se virer de bord, puis travailler. Ils sont traumatisés. Actuellement, il y a la guerre au Liban, il y a le génocide en Palestine, il y a la guerre en Iran. En fait, il y a des guerres partout. Il y a 160 conflits dans le monde en ce moment. On a fait un épisode sur l'immigration, partie 1, puis on va bientôt avoir la partie 2, mais Noémie Beauvais nous avait expliqué ça, puis on capotait là, comment les conditions quand tu arrives ici, même comme demandeur d'asile, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Genre, ils sont traumatisés, bien raides, ce monde-là, puis il faut qu'ils travaillent comme quasiment jour 1. Alors que nous, on vivrait des trucs comme ça, puis on serait comme... outrés, là. Oh, oui. On serait, je veux dire, en arrêt de travail pendant 6 ans. C'est ça. Oui, absolument. Puis, ceux et celles qu'on traite le mieux, c'est justement l'immigration économique, parce que là, on a une bonne raison. Puis ça, c'est le PEQ. Puis là, vous avez suivi les nouvelles. Fait que, tu sais, on m'excuse, mais on leur crache dans le dos à toutes les occasions. Tu sais, c'est extrêmement gênant. Puis je refais le pont avec Saint-Laurent, mais autant chez les employés que chez les étudiants. Saint-Laurent, c'est beaucoup de gens issus de l'immigration. Là. J'en ai des membres sur un permis de travail fermé. Puis ils sont sur des emplois précaires, puis ils sont obligés de quitter leur job parce qu'ils peuvent pas la perdre. Pour qu'eux la quittent, puis que, pour être en règle avec l'immigration, puis être sûr de ne pas perdre leur permis, ils peuvent pas attendre de se faire mettre dehors. Parce que s'ils sont pas employés, s'ils sont pas rémunérés, ils perdent leur permis pas valide, il faut qu'ils s'en aillent. C'est fou. C'est fou, là. On parlait beaucoup de cynisme tantôt, là. C'est difficile comme syndicat d'aller voir pour leur dire, hey, en passant, t'es précaire, en plus, t'es sur un permis de travail. Fait que, on comprend, mais c'est la mobilisation, la solution au cynisme. T'sais, quand les gens issus de l'immigration voient que les gens non issus de l'immigration se mobilisent pour eux autres, ça crée quelque chose de beaucoup plus beau que de juste dire, les riches ont gagné, le fascisme s'accélère, que puis-je faire? Ou le classique, ça sert donc à quoi de voter, sont tous pareils. Pas en désaccord. Étant anarchiste, je suis pas un grand fan du vote. Je vote pareil, là, je fais ma petite job, mais la réponse à ça, c'est de s'organiser.
de se mobiliser. Mais parle de comment ça s'est né, mettons, la campagne et tout. Oui, dans le fond... Parce que suite à ce meeting-là, le jeudi passé, là, vous faites annoncer, il y a 20 postes. C'est ça. Il y a un département complet qui sac son camp. Là, c'était comme la goutte un peu, si je peux comprendre. Ben là, c'est sûr que là, ça déborde. Là, on est en train de regarder comment on va réagir à ça, mais la campagne, elle était déjà articulée sur des enjeux locaux. Oui, on parle des coupes au niveau fédéral, tout ça, mais on explique aux gens, regarde, c'est ta job qui est sa ligne, là. Puis si c'est pas ta job, c'est ton collègue. Donc, éventuellement, ta job va peut-être doubler, tripler, parce que non, l'IA va pas remplacer cette personne-là. L'IA est pas capable d'écrire fraise en anglais, là, fait que ça n'arrivera pas. Et ça fonctionne, somme toute, assez bien. On a encore de la difficulté à faire le pont entre la théorie et l'action politique. Mais ça fonctionne. La campagne marche, les gens sont convaincus. Il n'y a pas personne qui nous dit les lignes de la droite, là. Ah, ben il n'y a plus d'argent au Québec. T'sais, les gens ont compris que c'est pas vrai. Il y en a de l'argent partout en Occident. Des fois parce qu'on l'a volé, des fois parce qu'on est quand même une économie de ressources. Au Canada, on n'est pas si dépendant que ça du reste du monde. Fait que tu sais, cette campagne-là fonctionne très bien. Puis elle fonctionne très bien aussi parce que justement, on a fait affaire avec Alliance ouvrière. Beaucoup. Ils sont venus tracter chez nous. Tu sais, c'est des militants et des militantes exemplaires qui sont là-dedans. Ça, on fait de l'action directe tout le temps, là. Tu sais, nous, on sait que l'organisation directe, en fait, parler aux gens directement, tu sais, la plupart, mettons, des partis politiques ou des centrales syndicales vont avoir tendance à envoyer des courriels ou envoyer des textos ou faire des campagnes publiques d'affichage sans aller à la rencontre des gens. Nous, on sait que ça marche pas. Il faut qu'on parle au monde. Oui. Quand tu donnes un tract, tu as un contact visuel, tu as une possibilité de discussion de 3-4 minutes. Tu te présentes, la personne se présente, tu peux l'inviter. Ça marche, créer un lien. Puis c'est ça qu'on fait tout le temps. Puis ce qui est intéressant, parce que j'ai vu là, des trucs passer du chef de Saint-Laurent, c'est justement la solidarité des fois entre différents groupes. Parce que ça, c'est ce qui manque des fois aux syndicats. C'est justement toutes ces histoires-là de « ouais, le droit de faire la grève, mais là, pas en ce moment. » Mais dans les faits, le droit de grève... Tu sais, à l'âge de moi, personne ne peut m'empêcher d'aller en avant du fucking Pharmaprix puis de dire genre « ça n'a pas d'allure ici. » Oui. Non, personne ne peut t'empêcher de faire ça. Sauf que le problème, c'est que justement, d'habitude, il y a juste les employés du Pharmaprix qui finissent par avoir envie de faire ça parce que les autres travaillent là. Mais là, ils se font empêcher des fois de dire « ben là, vous pouvez pas ces heures d'ouverture, pas de délai. » Fait que si t'amènes du monde d'ailleurs qui viennent mettre... Là, ça fuck tout. Comme le Slam Mathieu. Slam Mathieu qu'on adore. Le syndicat des locataires. Ah, OK. Le syndicat des locataires. Oui, qui font les anti-évictions. Oui, puis ils ramassent plein de monde du quartier pour aller manifester devant le resto d'un propriétaire. Oui, ça, c'est malade, pour qu'ils annulent les hausses. Ouais. Puis là, ils savent pas quoi faire contre ça, parce que d'habitude, c'est ça, c'est qu'ils font leur petit truc de business, ils envoient des hausses pas de bon sens, puis ils s'attendent à avoir du one-on-one avec quelqu'un qui pourra pas répondre à ça. Exact. Mais là, tu ramasses 100 personnes, tu le crises devant son resto à l'autre bout de la ville, puis il est comme « Hein? Comment ça qu'ils savent que c'est moi? Hey, on le sait que c'est vous. À l'époque, il n'existe plus bien pas au Québec, mais à l'époque du syndicat, ça s'appelait les IWW, Iron Workers of the World. Parce qu'il y avait un frit à l'or qui avait été syndicat avec eux autres, puis c'était ça, le boss, il payait mal, il oubliait des payes. Puis les gens bum-rushaient à la place. Ouais. Là. Nice. Ouais, ils n'ont pas attendu d'aller au TAP ou... non. C'est quoi j'avais vu? J'ai vu, je vais pas dire n'importe quoi, là, mais y avait-tu comme des cols bleus qui sont allés rejoindre les manifestants? Ils sont allés rejoindre les étudiants. Qui étaient en grève, Mais ça, c'est une solidarité intéressante. Je vous dis que la direction a freak out. Là. C'est sûr, mais c'est sûr, parce que là, il y a des liens qui sont aussi très forts entre le comité de mob des cols bleus, Alliance ouvrière, les étudiants. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça est aussi tributaire, mettons, de comment on a commencé à créer le comité organisateur au Cégep Saint-Laurent. Puis là, ce que Jess n'a pas expliqué, si ça ne dérange pas, je vais l'expliquer brièvement. C'est que cette campagne-là, nos jobs, nos services, il y a comme des revendications super précises que le Cégep fait, qui englobent genre les étudiants, qui englobent les 3 syndicats présents au Cégep Saint-Laurent, le syndicat des professionnels, le syndicat de soutien, puis le syndicat des profs, qui travaillent en fait tous ensemble maintenant. Ce qui est très rare dans les institutions collégiales. Parce qu'il y a eu une personne qui était membre d'Alliance ouvrière qui a en fait approché des gens de tous ces syndicats-là pour dire « Moi, je vais créer un comité organisateur d'Alliance ouvrière pour qu'on génère une campagne. » mais qui ne sera pas à l'intérieur des instances normales syndicales. Tu sais, ça revient un peu à ce que je vous expliquais au début, l'organisation, comment ça se fait, mettons, puis comment on veut créer des tensions avec le syndicalisme plus classique. Tu sais, puis tu fais partie de ce comité-là, Jess? Oui, tout à fait. Puis ce gars-là a comme approché des membres qui sont pas juste du monde des exécutifs syndicaux. Non, membres. Au contraire, d'ailleurs. En fait, on souhaite que ça soit moins de monde des exécutifs syndicaux, que ça soit plus des travailleurs... non impliqués syndicalement. Oui. Puis il a créé un comité, puis de ce comité-là, il a commencé à approcher les membres de tous les syndicats
puis de dire, toi, c'est quoi tes enjeux? Toi, c'est quoi? Puis il a fait un mapping, en fait, de toute l'école. Mapper, ça veut dire savoir, tu sais, admettons, Jess, là, lui, il est ami avec qui, Jess, dans son réseau? Il est ami avec telle personne. Fait qu'il y a de l'influence sur 10 personnes, tu sais. On a fait une espèce de grande map de l'organisation du cégep, puis après ça, ils ont généré cette campagne-là, puis de cette campagne-là, je veux dire, émerge tout plein d'actions que Alliance ouvrière supporte, en fait, mais c'est vraiment le cégep qui, maintenant, a ce comité-là, puis met de la pression sur les syndicats, là. Parce qu'il y a des syndicats qui sont moins, mettons, participatifs aux actions. Ben là, ils n'ont pas le choix d'embarquer parce que le comité... Parce qu'ils se font comme doubler, tu sais. Ils se font doubler bien raide, puis le comité gauche, il est plus puissant maintenant que les syndicats individuellement. C'est malade parce que dans le tract que j'ai entre les mains là, de Alliance ouvrière, nos jobs, nos services, il y a toute une page sur la crise du capitalisme. Ouais. Et ça... Mais c'est quoi le rapport? Ça parle pas du cégep! Non, mais c'est vrai que c'est important et c'est intéressant. Mais c'est fou parce que même les syndicats qui se sont tellement embourgeoisés n'adressent plus ces enjeux-là. Non. Ça, là, c'est la base de tous nos problèmes. Oui. En entier. Et c'est des choses qui sont oblitérées des discours qui sont supposés représenter la majorité. On a un hostie de problème. Ça, là, la crise du capitalisme, les élites économiques qui ont trop longtemps eu le vent dans les voiles, etc., Oui. il faut le marteler. Oui. Genre. Vous êtes tellement important pour cette partie-là. Tu sais, Merci. on parlait un peu de la différence entre syndicalisme et l'Alliance ouvrière. Tu sais, moi, demain matin, j'invite les syndicats à mon action. Ben, les syndicats vont dire, ben là, c'est pas notre matériel. C'est pas nos affiches, c'est pas nos pancartes. L'Alliance ouvrière, là, ils ont la maturité de venir et de dire, bon, vous avez votre matériel, vous avez votre bannière de prête, parfait, on fait l'action. Au point où il y a eu des actions où l'Alliance ouvrière était présente, mais ça paraissait même pas. Parce que c'est de la solidarité. La cause est bien plus grande que notre chauvinisme personnel. Oui, puis moi, je vous vois marcher à côté du Front Rose. Puis c'est Ben même oui, pas... c'est ça, c'est ça. Puis genre, vous avez pas dit au Front Rose, excusez, là, votre bannière, puis vous, qu'est-ce que vous... Rajoutez notre logo. Tu sais, mettons, on a convoqué la direction parce que ça a été intense, la grève des étudiants pendant une semaine. Ça faisait longtemps que Saint-Lô n'avait pas grévé de cette façon-là. Puis là, nous, on a convoqué parce que là, ils ont appelé la police, ils ont fait sortir les étudiants. Fait que là, nous, on est embarqués en mode de défense des étudiants. Puis même la direction était comme, mais c'est quoi votre angle pour nous rencontrer par rapport à la grève étudiante? Pourquoi ça vous concerne? Quoi que ce soit. Puis on était comme, ben, la étudiante est un interlocuteur aussi valide, sinon plus que vous. Et on leur parle. Ils nous disent ça, puis ça donne qu'on va défendre leurs actions parce que les étudiantes ont mis, c'est rare, ça arrive, mais ils ont eu la générosité de mettre des revendications purement syndicales pour nous appuyer. Fait que tu sais, c'est pas juste parler de la précarité étudiante. Les gens de pouvoir paniquent un peu parce que là, ils voient les causes s'intersectionnaliser, puis là, ils sont comme, oh shit, ils sont tous en train de s'entendre ensemble. On pourra plus juste les rencontrer en one-on-one, une réunion à la fois, ils vont tous arriver 10 à la table. N'importe quoi qui fait peur aux boss, aux dirigeants, aux riches. C'est une bonne idée. C'est un plus-value. La base de ce qui les fait le plus capoter, c'est quand on s'organise, quand on est unis. Puis même les dirigeants syndicaux tentent de diviser les gens, tentent de diviser les factions. Ben, tu sais, tel syndicat, faut pas qu'il parle avec tel autre syndicat parce que là, s'ils apprennent qu'on a fait ça avec eux, ben là, ça pourrait créer de la confusion. Puis, tu sais, la division, là, c'est vraiment au cœur même des problèmes, en fait, de force syndicale des membres, tu sais. Ils savent pas qu'ils sont divisés. Fait que nous, on veut réunir ça au maximum tout le temps. Sur les conditions matérielles, sur la classe sociale. Tu sais, en début d'émission, vous demandiez est-ce que c'est mal perçu pour les syndicats d'être membre d'Alliance ouvrière? Plus ou moins, mais 6 mois de la CSN, j'appelle un syndicat FTQ, pour organiser quelque chose, c'est un incident diplomatique majeur. Mais ils sont malades. C'est débile, c'est puéril, c'est tellement puéril. Et on voit ça, là, je parle des syndicats d'employés de soutien. Ben organisez-vous avec les profs, sont beaucoup. Mais les profs sont FTQ, nous autres, on est CSN. On s'en calisse! On s'en calisse! C'est pas important. C'est pas une marque, c'est pas une brand, t'as pas d'allégeance à cette centrale-là. Pour moi, ça me dépasse ça. Puis il y en a des problèmes entre profs et soutien, là. Il y en a des affaires qui clashent. C'est pas les mêmes classes d'emploi. C'est pas la même culture organisationnelle. Mais on a trouvé un terrain d'entente puis une maturité pour dire que la cause dépasse largement notre picossage. Oui, c'est vrai qu'il y a des différences et des hiérarchies dans la classe ouvrière, mais quand on ramène ça à si tu vends ton temps et ton corps pour accumuler du capital, mais au final, on est quand même tout ensemble là-dedans. Oui. Sur le spectre, mettons, de la classe ouvrière, mettons que les profs sont là, le soutien est là, mais les profs doivent
supporter. C'est ça. Parce que l'objectif, c'est qu'on fasse monter tout le monde. Là. Un peu comme il faut de plus en plus de propriétaires dans la lutte pour la défense des droits des locataires. Ouais, oui, exact. Puis j'en connais plein, moi, des propriétaires qui veulent pas que les locataires soient exploités ou qu'il y ait des surenchères. Non, le petit propriétaire qui a acheté un duplex en 80 puis qui est bien content d'avoir une petite famille au deuxième, c'est pas vraiment cette personne-là le problème. C'est fucking Sergakis puis genre Norgate. Ouais, les compagnies à numéros. Oui, c'est ça. C'est là où ça devient problématique. Puis ces gens-là possèdent 70%, je le rappelle, 70% du parc immobilier. 3% de personnes possède 77% du parc immobilier. À Montréal. C'est tellement grave. Tu te promènes au centre-ville, là, c'est Sergakis. Ouais. C'est des astis de building, là, c'est pas un duplex. Là. Puis tu sais, ces gens-là, après ça, chialent, mettons, parce qu'on parle de gel des loyers. Ou même, ici, on parle pas de gel des loyers, là, c'est plus à New York en ce moment. Mais... Tu vois, moi, à chaque année avec mon propriétaire, j'ai la même discussion parce qu'il me dit, ben moi aussi, ça me coûte cher la vie. J'ai dit, ouais, mais toi... mais il est tatoué, là, ce petit bloc. Ouais, mais j'ai dit, toi, je veux dire, tu as des problèmes, tu vends ton bloc, c'est fini. Oui, c'est pas une fatalité d'être propriétaire. Non, mais nous, on est des payeurs de patrimoine. Oui. On n'est pas des locataires. Non. On enrichit d'autres gens avec notre... Puis, il y a quelqu'un qui avait eu un super bon take là-dessus sur Internet, mais je me souviens plus de son nom, c'est faut mettre en relation les employeurs, les propriétaires, puis qu'ils s'organisent. Ouais. Est-ce que les loyers descendent ou les salaires montent? Décidez. Ouais. Parlant de vous autres, parce que là, on n'est plus capable. Genre, ça marche pas. On les enferme tant que vous n'avez pas trouvé un deal, vous sortez pas. Mais juste dire, je veux pas fucker son take, mais c'est littéralement le même monde. Oui, c'est les mêmes personnes. Les patrons, fait qu'ils sont déjà en lien. Tu comprends ce que je veux dire? Tous les possédeurs du capital, puis les possédeurs... Parce que si les gens n'ont plus de maison, puis d'endroit où dormir, puis de bouffe à manger, ils n'iront plus travailler, ils vont mourir. Oui. On est rendu là. Ben en fait, c'est que je veux dire, si ça continue comme ça, d'ici 10 ou 15 ans, on va voir la même chose qu'aux États-Unis. On va commencer à voir des usines brûlées. 10 ou 15 ans, voyons, donne-toi 3-4 ans. C'est vrai que tout s'accélère, mais on est toujours comme 10 ans en retard, ces États-Unis, sur la gravité, mettons. Là. Ça fait longtemps qu'eux autres, ça va mal que le cul. Mais là, tu le vois, on est rendu à un point de rupture où justement les gens... On est quand même synchronisés, là. Sur certains trucs. René Lévesque a fait sa carrière politique, il tripait sur Reagan, pas pire, je trouve. Ouais. Le pouvoir corrompt. Hein. Oui, le pouvoir corrompt, c'est ça. Vraiment. C'est sûr que les États-Unis, c'est extrême, mais c'est parce qu'ils ont plus de monde, mais on est vraiment pas si loin que ça. Là. Les groupes néo-nazis au Canada s'entraînent ouvertement dans des gyms, puis c'est là, c'est juste qu'on est moins nombreux. Fait que l'aspect statistique est de notre bord, mais ouais. Des actions comme brûler une usine en entier de papier de toilette, puis de dire « You just had to pay us enough to live ». Je tiens à dire publiquement que j'endosse tout à fait ce genre d'action. Nous, on endosse ça. Faut que les bourgeois aient peur de perdre leur capital. On le dit combien de fois qu'on l'a dit, faut que la peur change de camp. Ouais. C'est carrément ça. Tu sais, ces actions-là, dans l'organisation aussi, ce qu'il faut qu'on mesure, c'est les gens, est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'action suivante? Ouais. Est-ce qu'ils sont assez mobilisés? Est-ce qu'ils sont assez solides et unis? Puis c'est ça qu'on pratique au Cégep Saint-Laurent aussi, parce qu'il faut toujours garder une majorité. Tu sais, si sont 500 au Cégep Saint-Laurent, puis ils sont toujours juste 10 sur la ligne de piquetage, ben on n'a pas gagné notre pari d'organisation. C'est vrai que la solidarité mène à la capacité de faire des actions de plus en plus intenses parce que tu sens que tu vas te faire attraper par une communauté. Après, tu ne seras pas abandonné tout seul. C'est ça, il faut créer le filet. C'est le facteur de protection, c'est la solidarité puis la majorité. C'est toujours. Puis là, c'est ça. Ça nous mène au 1er mai. Oui. Là, il va-tu en avoir de la solidarité? Ben, on espère. Tu sais, c'est... C'est quoi le 1er mai? Le 1er mai, c'est la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Dans certains pays, c'est férié. Je rappelle qu'ici, on ne célèbre pas les travailleurs et les travailleuses, on célèbre le travail en septembre. Au secours. Oui, voilà. Ça, c'est un férié. La fête du travail, c'est un férié. Mais c'est la manif anticapitaliste depuis toujours. Normalement, c'est la manif anticapitaliste, un peu comme le 15 mars, c'est la manif contre la brutalité policière. C'est un des grands rendez-vous militants de l'année. Et là, cette année, l'épisode va sortir après nos votes. Fait que là... God knows où est-ce qu'on va être rendu à ce moment-là. Mais là, nous, la semaine prochaine, mercredi, qui, pour les gens qui nous écoutent, est la semaine passée, mercredi... T'es bon! Oui, c'est ça. Donc là, on vote. Nous, mercredi, on a un vote de grève. Et juste ça, là, je fais mon gauchiste, là, mais c'est historique! Parce que c'est très rare dans un syndicat ouvrier avec un grand O là, qu'on se pose la question, va-t-on faire la grève illégalement? Puis là, bon, j'ai toutes sortes de scénarios, fait que je vous jure que le 1er mai, il se passe quelque chose. D'ailleurs, là, nous, à Saint-Laurent, on a l'avantage que les étudiants et étudiantes vont être en grève le 1er mai, donc on va surfer là-dessus no matter what. À date, il y a 152 organisations là, qui se joignent à le communautaire est là-dedans. Eux, ils ont déjà fait 2 semaines de grève. Là. Comme d'habitude, le communautaire fait toute la job pendant que la CSN se pogne le cul. Donc, voilà. Mais... La CSN et toutes les autres centrales. Et toutes les autres centrales. Okay. Moi,
j'ai une amertume particulière parce que je suis dans la CSN, mais c'est toutes les autres centrales. Et la CSN, c'est la meilleure des centrales. Fait qu'on va au moins leur donner ça. Ben, c'est elle qui se revendique être la plus combative, oui. tu sais. Mais bon. C'est vrai dans certains organes, pas partout. T'sais, l'organe régional, le Conseil central de Montréal métropolitain, c'est très militant, mais c'est pas vrai partout dans la centrale. Mais bon, on va leur donner ce qu'ils ont puis on va leur enlever ce qu'ils n'ont pas. Mais on aimerait ça faire une grève politique. Illégale, littéralement. On se cache pas du mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Une grève sociale, ce serait la société est en grève, il y a un moment fort, il y a un mouvement social. Une grève politique, c'est on n'est pas en train de vous parler de la convention collective, on n'est pas en train de vous parler de combien de journées maladie j'ai cette année. C'est une grève en réponse à des attaques qui viennent du politique. Les coupes dans les cégeps, l'austérité, et là, maintenant, la fermeture complète du département de francisation à Saint-Laurent. Là, ça va mettre le feu aux poudres. Puis l'idée, c'est de s'approprier le concept de la grève. Au-delà des causes, bien évidemment, on a un cahier de revendications. Nous, nos revendications, elles sont très simples. Le maintien de tous les emplois, dans la mesure du possible, même si c'est pas possible, faites l'effort, conversion des emplois précaires en emplois permanents à temps plein et un réinvestissement dans les services publics, dans notre cas, dans le cégep de Saint-Laurent. Oui, on s'est fait garantir l'argent pour les bâtiments, quoique un gouvernement peut toujours reculer, mais pendant ce temps-là, j'ai pas plus de gens pour faire les 167 déménagements qu'il faut faire par année pour être conforme aux règles d'incendie et codes du bâtiment. C'est notre gang là, qui s'occupe de déménager du mobilier. Là, j'ai jamais vu travailler de même, ça n'a pas de bon sens. Les profs sont 4 dans un local, les professionnels sont 8 dans une grande salle, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas rien. Fait que tu sais, il faut réinvestir dans le cégep. Là. C'est juste réparer les bâtiments, ça ne sera pas nécessaire. On en a pour 10 ans. Ça prend plus de personnel. Fait que tu sais, c'est ça. C'est nos revendications. Mais c'est surtout de s'approprier le concept de grève. Puis, est-ce que les gens vont voter pour? Est-ce que les gens vont voter contre? Je ne le sais pas encore. Tu sais, c'est sûr que les gens ont peur. C'est normal. Jean Boulet étant très conscient de la marde qu'il mettait dans les syndicats, c'est aussi donner la permission d'augmenter toutes les amendes en lien avec une grève illégale. Mais tu sais, nous... On rassure nos membres, les syndicats ont quand même pas mal d'argent. La CSN, évidemment, ne nous offre aucun support. Il n'y a aucune centrale en ce moment qui est prête à la grève politique. Ils ont peur de leur propre mobilisation. Je rappelle qu'en novembre, on a fait une manif de 50 000 personnes au centre-ville de Montréal, alors que personne n'est en égo. Là. C'est une manif qui est sortie d'une campagne syndicale, puis on l'a critiqué, on en a parlé un peu de la campagne Faire front, mais c'est historique. Quand ça arrive, t'es supposé de sortir de là en bombant le torse. Puis en disant, voici ce qu'on vient de faire comme mobilisation, voici ce qu'on a été capable de... Mais il n'y avait rien de prêt après ça. Là. On est retombé en congrès, puis en AG, puis on a continué de parler de la phase 2. La procédure est tellement lourde autour de ça que ça a l'air de, justement, ça abrutit les gens. Ben, c'est dur, il faut être professionnel. Hey, moi, tu sais, puis je suis quand même un militant d'expérience. Là. Ça fait longtemps en crise que je suis dans des assemblées, puis des comités. Puis j'ai de la misère à saisir pleinement les ressources de la CSN, à comprendre. Parce que là, j'essaie quand même de respecter un minimum les règles, même si je crisse la merde un peu partout. J'essaie quand même de participer au processus, parce que je vais me faire dire, oui, mais t'es pas venu à l'Assemblée générale. Oui, mais t'es pas venu à telle affaire, t'aurais pu t'exprimer à ce moment-là. Fait que tu sais, faut que tu joues tout le temps les deux games. Mais c'est beaucoup d'apprentissage, là. Puis contrairement à nos élus décentrales, moi, je suis pas libéré à temps plein, là. Je suis pas payé 100 000 par année pour militer. Ouais. Moi, j'ai une journée par semaine, puis ça, c'est parce que dans sa mensuétude, la direction nous l'a donné. C'est même pas dans notre convention. C'est tout du travail bénévole. Je fais 35 heures par semaine de syndicat, par-dessus mon 35 heures par semaine de travail. Puis ça me fait plaisir de le faire. Je suis bien content. J'ai pas d'enfants, j'ai pas d'amis, j'ai pas de vie. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. C'est vrai. Puis ça, j'en reviens encore à se réapproprier la grève. La grève, c'est se donner du temps. Combien de fois, mais je peux pas y aller en fin de semaine. Puis c'est normal, là, les gens sont au bout du rouleau, ils ont des enfants, ils ont des problèmes de santé. Il y a tout le temps quelque chose. Ils peuvent pas venir aux actions. Si on se donne une journée de grève, ben là, on peut tout être là. On serait venu travailler anyway. Fait que là, on peut se réunir. Là, on peut faire une journée d'action. Le matin, on fait nos actions. Nanana. Dans l'après-midi, on va à la manif Anticapi. Le lendemain, on va à la manif Kalinours des centrales. Puis voilà, on a fait notre fin de semaine militante. Puis ça va donner de l'espoir aux gens, je comprends. pense. Puis de toute façon, c'est ça l'idée un peu, j'imagine, d'organiser puis d'éduquer au niveau local, dans chacun des endroits, de créer de la solidarité entre ces endroits-là. C'est comme tout ça se rassemble pour mener à une grève générale limitée. Puis casser le cynisme. Exact. On peut faire quelque chose. Là. On n'est pas impuissante. On peut vraiment faire quelque chose. On est bien trop servile aussi en ce moment-là. Tu sais, je pense que les gens, en fait, sont serviles, mais sont aussi accaparés par des responsabilités financières pesantes. Ah oui, ben oui. Tu sais, je pense à mon père, là, qui était dans le syndicat de Bell Canada, là, lui, dans le temps. Là, puis Chris, il lançait des cocktails Molotov sur la maison du ministre. Puis il passait des journées en grève. Ils ont une grève de 4 mois, je pense, Bell Canada, genre en 90, là. C'était-tu des wow? Mais les loyers étaient aussi 168$, tu sais. Il y avait une différence des conditions matérielles majeures. Puis être pris à la gorge financièrement nous empêche de prendre action. Tu sais, qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont comme
qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens de prendre off, à part hors des grèves, là. Ce dont vous avez peur aujourd'hui, c'est si vous faites rien, c'est ce qui vous attend demain. Ça, c'est 100% Si vrai. tu penses que t'es dans la marde là, puis que de militer, ça va te mettre plus dans la marde, ben tu fais juste postpone. Tu vis à crédit. J'en ai un employé, on lui a dit, fais attention, t'es pas permanente, fais pas trop d'actions syndicales, tu vas te faire pincer. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ben d'une manière ou d'une autre, je vais perdre ma job, je suis aussi bien de m'investir. J'étais comme, that's the spirit. Puis l'autre truc, c'est que les gens, ils ont une tendance aussi, puis tu sais, c'est totalement humain de faire ça, là, c'est quand tu souffres ou quand tu es dans la misère, tu sais, puis on a toute notre misère personnelle, là. Des fois c'est financière, des fois c'est d'organisation générale, ils vont se recroqueviller aussi dans leur solitude, tu sais, puis ils vont essayer de s'arranger, tu sais, puis on fonctionne beaucoup de même parce qu'on n'a pas de communauté, on n'est pas organisé en communauté, puis là, ils vont essayer de s'en sortir en faisant beaucoup d'autosuffisance. Tu sais, je vais trouver mes moyens, puis je vais, tu sais, pédaler moi-même pour essayer de m'en sortir. Puis le constat, c'est que, ben, les gens, ils souffrent plus, en fait. Ouais. Moi, en tout cas, ce que je dis, c'est, ben, genre, essaye juste de t'accrocher, genre, à 1-2 personnes. Essaye de tenter quelque chose d'un peu différent, puis vois s'il y a des résultats, tu sais, à cette pratique-là différente que tu fais, puis avance juste tranquillement. On va essayer ça différent, puis voir s'il y a un résultat différent. Fait que, tu sais, moi, je comprends aussi les gens, mais il faut leur permettre de vivre des succès. C'est pour ça que quand on parle de faire des actions qui donnent des succès, genre avant de, mettons, crisser le feu quelque part puis que tout le monde se fait arrêter ici, là, faut genre faire des petites actions qui vivent des succès puis qui se disent « Ah, wow, ça marche être ensemble, tu sais, c'est le fun. Oui, j'ai eu du plaisir à faire... » une AG, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Nous, dans nos assemblées, on amène plein de bouffe. Genre, on paye la bouffe. Fait que le monde, tu sais, il y a du monde qui ont de la misère à payer leur loyer, ils ont de la misère à manger au quotidien. Ouais. Fait que, tu sais, ils vont vivre juste une expérience d'assemblée intéressante en pouvant se nourrir, puis en pouvant, comme, genre, dialoguer, puis, tu sais, se sentir appartenir à un groupe. C'est déjà une expérience intéressante de communauté sans avoir vécu, genre, une étape à la fois, mettons. Une étape à la fois. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, je comprends. Aussi, il faut pas faire peur au monde tout le temps, les amener à... Le réformisme, c'est correct quand on parle de s'adresser aux gens. C'est ça. Réformer les institutions, ça peut être long en tabarnak, mais amener quelqu'un à sa première manif cute, justement, là, de la CSN, où c'est... Pas de danger que tu te fasses rentrer dedans par la police. On fera la brutalité policière l'an prochain. C'est ça, tu viendras au 15 mars dans 2 ans, là t'es venu à manif, tu sais, c'est déjà pas pire, t'es venu à parade, tu sais, c'est déjà pas pire. Après ça aussi, je veux dire, regarde 2012, les manifs de 200-300 000 personnes, c'était non violent, mais Chris, il y avait tellement de monde que la job se faisait toute seule, tu sais, ça paralyse la ville au complet, puis l'effet est là quand même. En ce moment, avec les conditions de tout le monde, puis le filet social qui se dégrade, tout ça, on devrait flipper des chars dans la rue en ce moment. C'est gravissime. Ça fait juste 43 ans que je suis sur la Terre. Je pense que c'est la pire crise économique et sociale que j'ai jamais... Je veux dire, on fait juste se prendre à Montréal, on le voit, là, la crise de l'itinérance n'a aucun sens. On a perdu complètement le contrôle. Ouais. Puis on en parlait dans nos assemblées générales de soutien. Là, j'ai dit, qui ici, là, à main levée? Là, tu vois justement, là, les gens voient qu'on n'est pas tout seul. À la main levée, qui ici, t'as 2 chèques de paye de se ramasser dans la rue? Pas de gêne, là. Ça levait la main dans la salle, ça n'a pas été long. Ben, là, qui reste 5$, genre, la veille de sa paye. Puis on est du monde payé 30$ de l'heure, là. On n'a pas parlé au salaire minimum encore. Là. Je me rappelle quand j'étais col bleu à la Ville de Montréal comme jardinière, plateau, 1/5 de ma paye allait au syndicat. Fait que, oui, c'est ça. What the actual fuck? C'est ça. Je l'encourage, la cotisation, c'est nécessaire, c'est cool, puis on avait des bons salaires comme jardinier. Mais faites de quoi? Tabarnak? Ouais. Flippez-en des chars avec... On va écrire une lettre à la ministre. Oui. C'est ça. Hey, tabarnak, ça coûte pas cher de même écrire une lettre, asti. Je suis capable d'en envoyer gratis. Mais merci la gang, en tout cas. C'était super informatif. Merci à vous autres de nous avoir invités. Est-ce qu'on se voit dans la rue le 1er mai? On se voit dans la rue le 1er mai. Moi, je veux qu'on fasse la grève du podcast, mais Marie, elle veut pas. Moi, je veux pas. Parce que Phil, il veut juste pas travailler cette semaine-là. Ouais. Puis moi, je pense qu'on est le bar à jus des grévistes. Moi, je pense qu'on est la grève. Non, parce que c'est cet épisode-là qui va sortir, puis la semaine d'après, on en a un autre. Ben, vous pouvez rejoindre le syndicat parallèle dans lequel je suis inscrit, qui s'appelle le KIL, qui est le Katia International Liberty Labor. On est contre le travail. Chris! En général. Et la seule règle, c'est que quand on déclare la grève, tout le monde est en grève dans le membership. Et c'est des déclarations unilatérales. On va joindre... Yo, OK. Après le 1er mai, on va joindre. Non, je raccroche et je joins maintenant. Merci tout le monde. Bonne grève!